Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de création de contenu B2B sur YouTube notamment. J'ai le plaisir de recevoir Baptiste Carpentier-Agostini, créateur de contenu chez Stack Guide. Salut Baptiste, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Ronan, bah écoute ça va super, merci beaucoup de l'invitation, ça fait bien plaisir parce que c'est le premier podcast auquel je participe en tant qu'invité dans ma vie. Pour en animer un de mon côté, bah cette fois-ci je suis de l'autre côté, donc c'est vraiment cool, merci encore. C'est le podcasteur podcasté, C'est ça, finalement. exactement. Bah, écoute, merci énormément de prendre du temps parce que je sais que tu passes déjà pas mal de temps derrière ton micro, donc rebelote pour aujourd'hui. Tu vas nous expliquer tout ça. Ça fait quelques temps que moi de mon côté, je souhaitais recevoir un créateur de contenu indépendant sur Media Moula. J'ai reçu beaucoup de gens forcément du monde des médias, mais plus côté publisher ou médias digitaux ou plutôt classiques. Et tu es bien placé pour le savoir. Il y a un vrai changement d'usage des médias et des contenus qui s'opère notamment dans le B2B. Et donc l'objectif de ce podcast aujourd'hui, ça va être de permettre à mon audience de comprendre exactement ce que fait un créateur de contenu B2B au quotidien de manière très pratique, et de comprendre aussi comment toi tu réfléchis par rapport à au futur de ta création de contenu, de ton business, la croissance et bien entendu l'aspect monétisation qui pose pas mal de questions généralement. Je m'en suis rendu compte à travers différentes discussions. Donc avant de commencer à explorer tous ces sujets, qui est Baptiste ? Alors, je suis Baptiste Carpentier-Agostini, donc je travaille dans l'informatique depuis 19 ans. J'ai regardé et j'ai compté avant de démarrer l'enregistrement pour être sûr. Ouais, ça date un peu. En fait, j'ai fait quasiment que ça. J'ai pas fait beaucoup d'études et j'ai commencé direct dans les logiciels de gestion. Donc, mon métier depuis 19 ans, alors un peu moins la dernière année puisque je me concentre là sur la création de contenu, sujet duquel on va parler ensemble, mais c'était d'installer des logiciels dans des entreprises, notamment des logiciels de gestion. Voilà, donc j'ai fait ça en tant que consultant, commercial. Après, j'ai eu une entreprise pendant 10 ans et j'ai revendu les parts de cette entreprise il y a 1 an pour me concentrer à 100% sur la création de contenu, notamment sur YouTube, là où j'ai le plus gros de l'audience. Et donc là, je ne fais quasiment que ça de mes journées, avec un peu de conseils voilà, à la marge, on va dire, mais le gros de mon activité est sur YouTube et aussi sur un blog que j'écris, mais qui n'est ni plus ni moins que voilà, la copie des vidéos que je fais. Et on en parlera peut-être aussi dans le workflow parce qu'il est assez intéressant. J'ai essayé de le pousser au max en termes d'automatisation. Et donc voilà, aujourd'hui je suis créateur de contenu sur YouTube, B2B, et donc ma chaîne, je parle de logiciels pour les entreprises. Je m'étais dit qu'il y avait pas mal de créateurs de contenu qui testaient du matériel, tu vois, les nouveaux tests de l'iPhone, etc. Mais je fais la même chose pour les logiciels. Les logiciels pour les entreprises, donc c'est quand même un peu niche, tu vois. Ouais. Voilà. Tu peux citer quelques-uns de ces logiciels, juste pour donner une idée. Est-ce que c'est des logiciels vraiment très niches, destinés à des secteurs également très thématiques, ou est-ce que c'est des logiciels plus grand public mais utilisés par les business ? Quels sont les logiciels que tu testes ? Alors c'est plutôt des logiciels, alors j'ai vraiment un axe logiciel de gestion, donc il va vraiment y avoir cette partie tu vois, facturation, comptabilité, de par mon historique voilà, de compétences, on va dire. Mais après, sinon, c'est des logiciels généralistes. Donc, en citer quelques-uns qui vont parler, tu vas avoir Notion, tu vas avoir Google Workspace, la suite Google, tu vas avoir Conto, qui est plus qu'une banque désormais. Tu vas avoir voilà, des logiciels comme ça, Pipedrive, bien sûr, et d'autres. Voilà. Donc, c'est quand même assez généraliste, des CRM. Et c'est toujours destiné à des entreprises, donc de toute taille, hein. Ça peut être une personne toute seule, comme une entreprise de 100, 200 personnes. Après, les plus grosses, en général, ils ont quand même leurs outils un peu dédiés. Quoique Notion, etc., ça reste utilisable un peu partout. Voilà ce que je fais. Et je m'intéresse de plus en plus à des alternatives souveraines, hein, avec les actualités. Je fais une mini parenthèse là-dessus, mais des alternatives souveraines, éthiques et open source aussi, pour proposer des découvertes aux entreprises il y a un autre monde qui existe, au SaaS. Voilà. Je referme la parenthèse et voilà un peu les sujets qu'il y a sur ma chaîne. C'est une parenthèse intéressante que je me permets de réouvrir parce que en fait, tu as ouvert
une seconde chaîne YouTube pour ces alternatives. Alors une chaîne que tu avais déjà lancée il y a quelques années, je crois. Exactement, ouais, tout à fait. J'ai lancé là, enfin que j'ai réouvert, pardon, je t'ai coupé il y a quelques jours. Là, c'est plus à destination des particuliers. Donc c'est l'auto-hébergement de ces données, la dégooglisation, voilà. Donc voilà, ça s'éloigne un petit peu de mon sujet principal. C'est pour ça que j'ai voulu le sortir aussi dans une stratégie de média un peu logique. Je me suis dit, est-ce que je mets le tout, ça va être le bazar, c'est pas du tout la même audience. Chose que certainement plein de médias se disent, la cohérence des plateformes. Est-ce que je mets ça ici? Est-ce que je recrée une chaîne? Ça, c'est des nœuds au crâne, c'est infini. Donc j'ai décidé de le sortir parce que ça s'adresse plutôt à des particuliers geeks ou geeks ou pas d'ailleurs, qui se disent, bah tiens, plutôt que de mettre tout sur Google Drive, est-ce que je mettrais pas peut-être un petit NAS chez moi, ce genre de choses. Donc c'est un peu mon sujet. Et j'essaye aussi, tant qu'à faire dans la dynamique de cette nouvelle chaîne, je vais essayer plus de proposer aussi ces alternatives-là sur ma chaîne principale. Open source, éthique, souveraine, voilà. Parce que c'est un sujet qui, toi, te tient à cœur, ou c'est une demande également, et c'est quelque chose que tu entends au travers de tes conversations, de tes discussions, les entreprises ou les solopreneurs recherchent des solutions open source, ou c'est toi, c'est un intérêt personnel et tu te dis, bon, bah, si ça m'intéresse moi, ça intéresse forcément les autres aussi? Alors, c'est un intérêt personnel d'abord, parce que j'ai commencé YouTube comme ça. Comme tu le disais, cette chaîne que j'ai, réanimée que j'ai sortie des tiroirs il y a quelques jours, c'est ma première chaîne que j'ai créée sur YouTube, où je parlais déjà que ça. Décentralisation, open source. Après, j'ai eu mon épisode donc là sur les SaaS B2B, la chaîne principale. Donc c'est d'abord animé par des convictions, et aussi par des demandes momentum, on va dire, avec les entreprises qui s'intéressent de plus en plus à ces alternatives-là. Et d'ailleurs, chez les médias, on le voit beaucoup aussi. Voilà, des médias qui utilisent de l'auto-hébergement, qui utilisent tout ça. Et donc, c'est un peu la réunification des deux, mes convictions portées avec des sujets d'actualité qui font que, effectivement, ça peut plaire. Et je le vois d'ailleurs, parce que j'ai déjà commencé quelques vidéos sur ma chaîne. Voilà, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais telle solution infomaniaque, je dis n'importe quoi, une alternative à Google Workspace pour les entreprises, bah, j'ai vu un engouement, tu vois. Un x3, x4 par rapport au nombre de vues de mes vidéos classiques. Donc c'est de l'analyse aussi, et c'est important, je trouve, je pense que je l'apprends à personne, quand on est un média, quel que soit le support, c'est d'analyser aussi comment les gens réagissent au contenu qu'on crée, aux adaptations qu'on fait sur son axe éditorial. Avant de tout changer brutalement, c'est de faire des mini-tests comme ça. Donc j'ai parsemé mon axe éditorial de vidéos atypiques de ce style. Et voilà, j'ai noté une constance sur les surperformances de ces vidéos-là. Voilà, l'été a fait son chemin avec un mois sans ordi pour réfléchir à tout ça. Et me voilà. Très bien. Pour revenir à ta chaîne principale, tu as mentionné que tu l'as lancée donc il y a environ un an, c'est bien ça? Un tout petit peu plus, ouais. Quand j'étais encore dirigeant de l'entreprise, je l'ai lancé en parallèle. C'était du personal branding à la base, et ensuite une chaîne assumée comme telle. Donc finalement, les conseils ou les tests que tu donnes en accès libre sur ta chaîne YouTube, avant tu le monétisais via du conseil, via ton ancienne boîte dans laquelle tu étais associé. Pourquoi avoir voulu donner gratuit ce qu'avant tu faisais payer en gros? Pourquoi donner l'accès à l'information? Et quel est pour revenir à la jeunesse du projet, pourquoi ce projet média en fait? Parce que tu étais un peu lassé du consulting, ou encore une fois tu as senti qu'il y avait un truc à faire, tu as senti qu'il y avait une demande et que c'était pas, il y avait pas vraiment du contenu qui correspondait à ce que toi tu souhaitais trouver sur YouTube? Ouais, alors déjà pour répondre par la fin, ça existait pas trop. Des tests B2B, comment dire, objectifs. Il y a beaucoup de sponsorisation sur YouTube, c'est le business model numéro 1, si je dis pas trop de bêtises, qui surperforme même la YouTube Money, donc l'argent de la pub, je pense, sans trop me tromper. Et du coup, bah, il y a pas mal de contenu un peu orienté, notamment dans le B2B, parce que bah, c'est des gros faiseurs de sponsors sur des chaînes, voilà, entertainment, ce genre de choses, on va dire. Et du coup, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire oui, non mais attends, la sponsor Odoo qu'on voit partout, ou la sponsor, je sais pas, Revolut, ça donne quoi vraiment quand on ouvre le capot et qu'on fait pas juste que dérouler des briefs
voilà, annonceur qu'on nous a filé, quoi. Et donc c'était ça aussi, donc donner un avis objectif à quelque chose qui n'existait pas, parce qu'il y avait beaucoup de sponsors et on savait pas trop si on allait tomber sur un avis orienté ou un vrai avis objectif. Et aussi parce que ce qui me plaît le plus, parce que je le faisais déjà, j'avais une chaîne YouTube sur mon entreprise aussi, que j'ai revendue, hein, je l'ai eu pendant 10 ans, et notre canal d'acquisition numéro 1 en tant qu'entreprise B2B, c'était d'avoir créé un média, en tout cas un média qui servait à la génération de leads, comme tu disais, hein, ce switch que j'ai fait en revendant mes parts, d'une chaîne YouTube qui sert à générer des leads, un peu comme si on créait du SEO, tu vois, avec des articles de blog intéressants en tant qu'entreprise B2B. Les gens nous contactaient, c'était notre générateur numéro 1, la chaîne YouTube, quasiment 15 000 abonnés, tu vois, sur un truc très 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 niche, où on parlait quasiment que d'un seul logiciel, c'était notre vecteur numéro 1 d'apport de leads. Et quand j'ai revendu cette boîte, donc je faisais déjà de la vidéo depuis toujours, puisque c'est moi principalement qui animais cette chaîne, et quand j'ai revendu ces parts, je l'ai fait, mais cette fois-ci sans vouloir générer de leads, parce que j'avais quasiment plus rien à vendre, si ce n'est devenir un média. Donc derrière, il y a deux choses, hein. On veut devenir un média, et ça a été sur toutes les bouches de tous les marketeurs d'entreprises pour générer des leads. HubSpot a mis ça on va dire un peu en musique. Après, il y en a plein qui ont voulu, avec la communauté, c'était un peu le va-tout, enfin, c'était la recherche un petit peu de toutes les boîtes. Et voilà, donc après il y a eu cette partie-là de quand je suis parti de vouloir le faire, non plus pour gagner de l'argent indirectement, mais peut-être aussi en faire un business model. On en parlera aussi après. Peut-être des business models qu'il y a derrière les médias. Super. En tout cas sur YouTube en vidéo. Ouais. Très clair, très clair. Aujourd'hui, comment se porte ton business? Et effectivement, juste avant d'enregistrer, je te demandais comment tu souhaitais que je te présente, youtubeur ou créateur de contenu. Tu as dit, bon, créateur de contenu, c'est quand même plus large parce que tu as d'autres supports également. Donc aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que c'est Stack Guide? Comment tu le définis à quelqu'un qui comprend vraiment pas ce que tu fais? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner la présentation? Ouais, carrément. J'essaye d'aider les entreprises à choisir les bons outils. Bon, c'est un peu le pitch rapide. Donc, si tu cherches un logiciel, t'es une entreprise, t'en as vu quelques-uns et tu sais pas vraiment s'ils vont être bien ou pas, je les ai testés à leur place et j'ai donné une note, on va dire. Donc, je les teste en live sur YouTube pendant 1 heure et demie le matin. J'en fais une vidéo condensée de 20 minutes et ensuite j'écris une review sur Stack Guide écrit, qui est un blog en fait, hein, un média en ligne classique. Sur lequel je mets donc la review du test logiciel que j'ai fait, écrite, qui n'est ni plus ni moins qu'un résumé par IA, on en parlera aussi dans le workflow, mais on peut en parler maintenant, qui est ni plus ni moins qu'un résumé IA du live que j'ai fait le matin. Et après, tout en haut, je mets donc... Je rentre dans les détails. Vas-y, je mets la vidéo que j'ai retournée par la suite, juste après avoir coupé le live. Je tourne un résumé de 20 minutes, plus digeste, on va dire, pour un format classique YouTube, que 1h30 de chat, tu vois, de digression, le live stream classique, quoi, le Twitch, mais moi je le fais pas sur Twitch, pour l'avoir fait pendant plusieurs années sur Twitch. Je le fais sur YouTube. Donc quand je raccroche le live, je donne la transcription à une IA qui me fait un résumé écrit, je le garde sous le coude, je tourne ma vidéo 20 minutes, qui est un résumé de ce qui s'est passé pendant 1h30. Ça m'évite de le préparer. De toute façon, j'aurais dû préparer le test. Je le prépare en live, je gagne du temps. Et en plus de ça, ça me permet de fidéliser une audience avec de la personnification, etc. Et ensuite, je crée une belle page sur laquelle je vais mettre donc la review écrite par l'IA, le résumé en haut disponible pour tout le monde, et tout en bas, j'ai un paywall qui vient donner en fait pour s'abonner donc en ligne aux médias à 10 € par mois, qui vient donner accès au replay, qui lui n'est plus disponible. Même si je l'ai fait sur YouTube, il fallait être là le matin, quoi, tu vois. Et c'est ce qui se passe en général, d'ailleurs, c'est ce qui vient de Twitch. C'est ce que font les plus gros streamers, c'est que t'es là le moment du live, t'as accès au live avec tout le monde, tu participes au chat. Si tu veux voir le replay, c'est sous paywall. Donc sur Twitch, c'est des subs, on appelle ça. Et sur YouTube, c'est des souscriptions. Et ils ont le même principe désormais. Mais moi, j'ai sorti en fait cette VOD, donc cette vidéo à la demande. Je l'ai mise sur un hébergeur, donc Infomaniac en l'occurrence. Et je le mets ensuite sur mon site sous paywall. Donc si tu veux, tu as le résumé 20 minutes quand même qui donne l'essence de ce qu'il faut savoir sur ce soft.
Et tout en bas, si tu as envie vraiment de voir comment on creuse dans les moindres détails, voilà. J'étais un peu loin là, je crois, non? Non, c'est parfait, c'est génial parce que le workflow, je pense, et le process est super important. On en avait parlé également lors de la préparation du podcast, donc n'hésite surtout pas à donner les détails. Je pense que l'audience est tout de même assez comment dire, alerte et assez informée sur ça. Mais peut-être, enfin sur les process, mais peut-être pas sur les process effectivement pour faire du live et pour recycler finalement du live ensuite en article, en vidéo de 20 minutes. Donc tu peux rentrer dans les détails, il y a aucun problème, c'est très intéressant et je pense que c'est ce qui fait justement peut-être la force de ta chaîne et de ton organisation. Donc reprends la parole et explique-nous tout dans les détails comme tu le souhaites. Voilà, bah c'est ça en gros, hein, mon cycle il est très routinier. Alors, j'adore les routines, c'est ce qui me permet d'être assidu, créer des routines. On va pas venir sur du développement personnel, mais je sais que ça marche très bien chez moi. Toutes les journées se ressemblent. En tout cas toutes les matinées. Parce qu'en une matinée, je me connecte le matin à 9h, je lance mon live 9h à 10h, les gens viennent. Donc il y a un public aussi de fidélisation, je trouve, et on fera une mini digression sur le refuge qu'est la vidéo pour les médias, à une ère de l'IA qui va donner de plus en plus, pour de la news en plus, hein. C'est un peu de la news que je fais aussi en parallèle, c'est aussi un refuge de, bah voilà, il y a des gens derrière, c'est pas juste un papier froid. On voit leur tête, ils animent des vidéos, je dis ils parce que je me place au niveau des publishers plus gros qui pourraient avoir envie de créer des chaînes YouTube comme on le voit, hein, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui le font, soit des chaînes live sur Twitch comme Sud-Ouest, Le Monde qui est déjà bien implémenté sur YouTube, hein, voilà, etc. Et d'autres en partenariat avec des streamers. Ça permet d'être un refuge aussi pour dire ok, une information que tout le monde peut donner maintenant, même une IA assez facilement, parce que ça y est, elle a été siphonnée, on va dire, toutes les bases de données d'informations. Bon, il y a autre chose, il y a des gens. Voilà. Et je trouve que ça, c'est important. Donc j'ai trouvé ça bien aussi de me mettre en plus sur du live, parce que c'est c'est le saint graal, on va dire, de la proximité avec l'audience. Vraiment. Les gens sont là dans le chat. Souvent il y a les mêmes personnes. Moi qui ai une petite communauté, hein, tu vois, j'ai ma chaîne, on est 16 000 abonnés. Le matin on est 20 max, tu vois. Donc c'est très petit. Mais voilà, il y a tout le temps les mêmes personnes et on crée vraiment quelque chose de privilégié. On participe aux tests, les gens donnent leurs avis, etc. Et on a co-construit un petit peu. Il y a du build-in public aussi qui a été un peu aussi sur toutes les bouches. Donc voilà, je termine le live et de toute façon, j'aurais dû le faire ce test-là d'1h30, donc j'ai capitalisé aussi sur mon temps, où je me suis dit, j'ai juste à lancer le live, je le teste, j'aurais dû le faire en off, autant en faire bénéficier tout le monde, et ça me permet aussi d'avoir la vidéo toute faite. Je raccroche, tac, je fais la vidéo tout de suite. En one shot, je coupe même pas. Donc pour être bien sûr de comprendre, donc tu fais ton live tu choisis un outil par jour ou peut-être tu reviens sur les mêmes outils peut-être à travers différents lives, j'imagine. Et ensuite, donc une fois que le live est fini, tu le publies, mais il est en accès payant à partir du moment où les gens n'étaient pas en live. Et la vidéo que tu produis également une vidéo de 20 minutes par jour qui est un récap du live. Mais c'est pas un clipping, c'est pas tu vas pas extraire des parties du live pour en faire un condensé de 20 minutes, tu vas refaire une nouvelle vidéo qui reprend la thématique du live pour la condenser, pour l'expliquer, c'est bien ça? Exactement. Ok. Et pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à faire comme tout le monde fait d'ailleurs, beaucoup. Tu fais un live et en fait tu vas enlever les moments longs, tu vois. Où tu parles trop avec les gens, où ça digresse un peu dans tous les sens. Donc en fait, j'ai commencé à le faire, ça. Je raccrochais le live, enfin je coupais le live, raccrocher, on est un peu à l'ancienne. Je coupais le live et je regardais mon replay d'1h30. Et là, j'allais dans mon logiciel de montage et j'enlevais ce qui pouvait potentiellement être ennuyant, ennuyeux. Ça prend un temps fou. Ouais. Ça prend un temps fou en fait. C'est-à-dire qu'il faut se retaper tout le truc, refaire du montage, enlever... Être bien sûr, il y a des raccords qui se font mal, ça se voit, c'est pas très élégant, même si c'est dans les codes et les gens ont l'habitude, hein, on le sait de toute façon. Hein. Les chaînes VOD des plus gros streamers, c'est des gens qui ont coupé. Ils peuvent pas le refaire parce que c'est des streamers. Moi, je donne un élément informatif. Je l'ai fait une fois, 2 fois, je dis vas-y, je passe trop de temps, ça me saoule. J'irai plus vite à refaire une vidéo. Et en effet,
C'était tellement chaud, mon contenu était tellement dans ma tête, je sortais du live, je coupais vraiment et je lançais tout de suite la vidéo. Je le faisais en one shot, littéralement. C'est-à-dire que même quand je fais une vidéo sans avoir fait le live, je suis obligé de faire, tu vois, je me reprends, etc. Je coupe, j'enlève des blancs. Les vidéos que je fais à sortir en sortant des lives, c'est vraiment, j'appuie sur rec, 20 minutes elles y sont. Et souvent je coupe, je dis one shot, une fois de plus. Tu vois, ce matin j'en ai fait une sur les nouveautés Notion. J'ai fait 1h30 de live, j'ai coupé, j'ai fait 20 minutes, allez 16 minutes. L'essence, la quintessence même de ce qui s'est dit pendant 1h30, sans rien préparer. Tu vois, donc 9h, je me connecte, 10h, je fais mon live, 10h30. En une demi-heure, j'ai tourné, pas de montage. Pas de montage. Mon live, je coupe le début et la fin. Je la prends, je l'exporte, je la mets sur YouTube. Et après, je fais ma petite page, je fais ma page sur mon site avec donc le résumé IA généré par Claude, qui pour le moment est quand même, pour moi, et d'après pas mal d'avis aussi qui vont dans ce sens, le modèle voilà, très, très alerte sur l'écrit. Il me sort un résumé typique de ce que j'ai dit. Donc, j'aime pas générer du contenu par IA en partant d'une matière qui n'existe pas, tu vois. Je sais pas, t'es responsable marketing, tu dois faire du content SEO, t'ouvres ChatGPT, tu dis « Sors-moi un article sur ce truc ». L'information, elle vient pas de toi. C'est ChatGPT qui va aller trouver l'information. Là, c'est un tout petit peu différent. Je sais pas de me dédouaner en mode « Ah, il utilise l'IA, oui, mais il fait pas comme les autres ». Non. C'est que la matière, la matière brute, elle a été créée pendant 1h30. Moi, je lui donne cette matière brute. C'est une transcription YouTube que YouTube te donne, tout simple. Et lui, il vient juste en fait reprendre cette matière brute, à la remettre dans le bon sens. Et voilà, à la condenser, à faire ça en article de blog. Je mets mon 20 minutes tout en haut, et je mets mon 1h30 sous paywall en dessous. Je termine systématiquement et je fais un post LinkedIn aussi, de ce que j'ai dit, parce que je publie tout le matin, direct. Je fais pas de vidéo d'avance, prends pas la tête. Sauf quand il y a les congés, etc. Pour garder une constance sur YouTube, c'est important. A priori, après, on peut en débattre, des idées reçues, etc. Mais j'aime bien toujours quand même avoir une vidéo toutes les semaines pour garder une constance, dire il a pas disparu pendant un mois et l'algorithme va l'oublier. En général, je finis toujours à 11h30. Donc j'ai fait un live, une vidéo YouTube de 20 minutes, un article sur le média en ligne, un post LinkedIn. Voilà. Ce qui est quand même pas mal efficace, je trouve. En utilisant l'IA, les chapitres ont été générés par un autre projet sur Claude, etc. Je termine à 11h30, parfois midi quand le live a pris plus de temps. Et ça y est. Je vais pas dire que ma journée est terminée. L'après-midi, je fais un peu de consulting et d'autres choses. Mais... Ouais. Alors, autre chose super intéressante, c'est que les lives, tu ne les prépares absolument pas. C'est-à-dire que si tu testes les nouveautés Notion, t'as pas été voir avant. J'imagine que t'as fait tes recherches pour savoir qu'il y a des nouveautés, mais je veux dire, t'as pas été dans le logiciel pour découvrir les nouveautés, pour dire ah ouais, ça je vais le mentionner pendant le live. Tu es vraiment un peu en freestyle. C'est bien ça ? Ouais, exactement. Et c'est vraiment un parti pris. Et j'ai plein d'éditeurs d'ailleurs qui me... Donc oui, effectivement, même quand je teste un logiciel, là c'était les nouveautés ce matin, j'ai juste été voir quelles nouveautés il y avait, bien entendu, comme tu le disais, pour pas les découvrir, ça serait un peu chiant sinon. Et encore que. Mais j'ai quand même fait une petite liste, tu vois, que j'ouvre d'ailleurs. Alors on a ça, et j'ouvre, tu vois, ma page, mes bullet points, mes tirets que j'ai mis dans un doc, terminé quoi. Et les gens voient, et c'est très co-constructif. Et même quand je teste un logiciel, je n'ai même pas créé mon compte. Alors parfois je le fais en amont parce qu'il faut mettre sa CV et tout ça, c'est un peu chiant. D'ailleurs, je déteste quand on est obligé de mettre sa CV pour tester un soft au passage, s'il y a des éditeurs qui écoutent. Et donc, je prépare juste ça et après, vraiment, je découvre. Et ce qui est bien, c'est que c'est un petit peu ce qu'auraient fait les gens s'ils avaient dû tester par eux-mêmes. Tu vois, ils auraient été là, ils auraient dû tester. Est-ce que c'est facile de compréhension ? J'ai pas préparé avant. Et donc, effectivement, il y a des éditeurs qui essaient de me contacter en amont, dire ouais, tu veux pas que je te briefe quand même pour pas que tu cherches et tout. Je dis si ton soft il est bien fait, je vais pas chercher. Donc non, je veux pas que tu me briefes, je vais découvrir et comme ça tout le monde est au même pied d'égalité. Voilà, donc je ne prépare pas, ça donne aussi un aspect raw, R-A-W, authentique, qui marche beaucoup sur YouTube. On l'a vu ces derniers temps, avec du contenu généré par IA, avec des voix off impersonnelles. Il y a toute une trend sur YouTube, voilà, de chaînes impersonnelles, on va dire. Et donc il y a un refuge aussi pour les contenus raw, sans cut. Et les lives sont vraiment tout en haut sur ce genre de contenu-là. Il n'y a pas mieux qu'un live pour
pour pour donner de l'authenticité, forcément. Mais tu t'es jamais fait peur quand même? T'as pas eu des petites sueurs froides pendant certains lives à te dire merde, j'aurais peut-être dû préparer un peu, ou là j'arrive pas, il y a pas le truc, etc. Ou tu t'as toujours été très à l'aise devant la caméra? Comment ça, ou est-ce que ça se t'as travaillé ça? Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Ok, j'allume la caméra, tu vois, tu bugs un peu, c'est la page blanche, t'es pas à l'aise, quoi. Alors que si t'es devant un pote et tu dis, ah bah regarde Notion, les nouveautés qu'ils ont sorties, etc. Et les gens, et moi j'en suis, j'ai essayé de faire aussi certains formats un peu authentiques et raw, comme tu dis. J'y arrive pas, tu vois. Alors que quand je fais le podcast comme ça, que je pose des questions, ça fonctionne, je pense, plutôt bien. Donc toi, tu l'as travaillé, ou tu as tout le temps été à l'aise et c'est un don que tu as depuis longtemps de faire ce genre de vidéos? Alors, moi je suis toujours, on a un peu parlé quand on avait un peu discuté, il y a toujours ce qu'on dit, la part d'inné, la part d'acquis. Je suis quand même assez partisan où on peut tout acquérir quand même si tu pars pas du même point en fonction des personnalités. Certains auront carrément du mal à parler tout seul, tu vois, enfin devant une caméra, c'est bizarre. Ils vont dire non, mais j'y arrive pas en fait. C'est trop étrange pour moi. Malgré ça, ils partiront peut-être d'un peu plus loin, mais avec du travail, voilà, ils y arriveront. Donc il y a une part aussi d'inné, effectivement. Peut-être, je sais pas moi, bien aimer parler, avoir une aisance à l'oral, j'en sais rien, que sais-je. Et après, c'est de l'acquis. Hein. Donc moi, c'était il y a 12 ans, ma première vidéo YouTube, je crois maintenant, pour ma société. Donc clairement, je regarde la première, elle est toujours en ligne. Bon bah voilà, tu te marres forcément, mais comme tout le monde, hein, je pense que tu prends les plus gros youtubeurs qui performent sur YouTube, que ce soit de l'entertainment, etc. C'est très drôle, hein. Il faut reprendre, de savoir d'où on vient. Donc il y a une part aussi, je pense, voilà, des gens qui ont plus d'aisance. D'ailleurs, pour un média, c'est pas forcément, tu vois, tu peux faire ressortir pour des publishers, il y a des gens qui peuvent ressortir à la surface comme étant des bons orateurs, et tu peux leur confier cette partie-là parce que bah tu sens que de toute façon ils sont déjà à l'aise à l'oral, etc. Et après ils travaillent, hein, c'est tout. Hein. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est de toute façon le plus dur, c'est de faire la première. Et la première, bah tu vas pas faire un live. Pour mesurer en fait le fait que tu sois déjà à l'aise, il y a un exercice que j'aime bien faire avec quelques entreprises que j'accompagne. Ça, c'est vraiment à la marge pour le coup sur leur stratégie vidéo. Dire bah tu lances une visio tout seul, je sais pas, un Google Meet, un Zoom, que sais-je, et tu parles d'un sujet. Mais il y a personne dans la visio, tu vois, et elle est pas sur YouTube. Juste tu la lances et tu la gardes pour toi. De toute façon, personne ne la regardera à part toi, il y a que toi qui la regardera. Donc tu vois, tu te mets dans un état d'esprit en fait où ce qui est le plus dur, c'est se montrer publiquement en fait, je trouve, hein, et ce que j'ai noté à chaque fois aux yeux des autres quand on veut s'y mettre. Là, en sachant que personne ne te regardera, tu sors une visio, je dis à la personne, c'est quoi un sujet qui t'anime en ce moment, qui te passionne, que tu geeks le plus, etc. Je parle de ça et regarde, et ça sort tout seul, c'est magnifique. Les personnes sont à l'aise, etc., ils raccrochent. Je leur dis, bah alors, bah franchement, ça top. C'est une vidéo ou pas? Je dis, bah ouais, c'est une vidéo en fait. Je viens de faire une vidéo. Je dis, bah prends-la, mets-la en ligne. Exagère, tu vois. Et ça permet de débloquer le truc. En fait, tu connais ton sujet. Il faut le maîtriser, c'est comme tout. Hein. De toute façon, si tu maîtrises pas ton sujet, c'est cuit. Tu maîtrises ton sujet et tu essayes de te dire que, bah voilà, de toute façon, je sais pas si c'est une astuce que personne ne regardera. C'est pas le but, mais si tu parles là-dedans, c'est pas bon. Mais voilà, Et puis il faut travailler. Le premier live, j'étais tremblant comme pas possible. C'était pendant le Covid. Je faisais beaucoup de vidéos avant, mais on faisait jamais de live. On s'est mis à faire des lives. J'étais tremblant comme une feuille, pas possible. Je m'étais préparé une demi-heure avant. Est-ce que ça va marcher? J'étais pas bien, je faisais des blancs et tout. Et là, maintenant, c'était le Covid, donc je sais même pas combien de temps c'était, mais plusieurs années, mais tu vois. Ouais. Maintenant, ça roule, je lance, pam. Donc aujourd'hui, ça fait partie de vraiment, comme tu l'as mentionné, de ta routine, et c'est comme si tu prenais un appel quelconque à la limite et que tu te mets en live, tu t'y penses même plus en fait, j'imagine. Ouais, j'y pense plus, et c'est même un plaisir où je me dis tiens, j'ai entendu parler de ce nouveau soft. J'aimerais bien savoir ce que, je sais pas moi, Didier va en penser, Théo, je reprends des noms de gens qui sont vraiment là en plus, le matin.
D'autres, tu vois, qui sont là avec moi, je dis j'aimerais bien avoir son regard et tout là-dessus. Ça fait grandir aussi la réflexion. Bien sûr. Et c'est le live, c'est vraiment vraiment pépite. Et je trouve, en plus, pour revenir un peu sur ton audience plus tradie, on va dire, par rapport aux invités que tu as d'habitude, que ça se prête vachement en plus aux publishers, aux médias tradis, etc., de commencer par le live. C'est un petit peu... D'ailleurs, on voit des médias, même américains, hein, The Information, je cite un peu tout le temps les mêmes, mais qui s'y mettent, alors qu'ils ont été tout le temps sur de l'écrit et quand même un peu le top du top en matière de tech. Ils se mettent à faire leur chaîne YouTube et ils commencent par du live. Comme si ils avaient un peu leur talk show news et ils avaient créé leur chaîne de la TNT sans pour autant attendre que quelqu'un t'attribue un canal, tu vois. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Tu te crées ta chaîne, en fait. Et puis sur YouTube, c'est en train de péter complètement. Sur la télé, c'est en train de péter. C'est en train d'exploser et de vraiment grossir. Donc, justement, tu as mentionné, là tu parles de YouTube, tu as mentionné que tu as fait un passage sur Twitch. C'était à l'époque de quand tu étais associé dans ton business antérieur, c'est ça? Vous utilisiez Twitch pour vos vidéos? Alors les deux, on faisait nos webinars. Les webinars traditionnels d'entreprise, hein, on était une boîte B2B, hein, donc on vendait des logiciels, et il y avait des nouvelles versions qui sortaient, et donc en général tu fais un webinar. Bon. D'accord. Moi j'aimais bien aussi essayer de m'inspirer de la communauté gaming, et de dire les webinars on va les faire sur Discord ou sur Twitch. Bon, pour le B2B, c'est pas toujours facile, on va dire. C'est pas forcément la plateforme la plus adaptée pour une audience B2B. Les gens, même s'ils travaillent dans des entreprises toutes et tous qui consomment du Twitch, ils mettent leur casquette plutôt de particuliers quand ils vont sur Twitch. Donc je faisais déjà sur ma société les webinars sur Twitch, ça marchait pas de fou, on va dire. Et après, quand j'ai créé, quand j'ai fait ma chaîne à temps plein, je faisais aussi mes lives sur Twitch. Franchement, on était 2 le matin. Ils te balancent des pubs, tu peux pas les désactiver. C'est des pubs en plus en pré-roll. Donc en pré-roll, en gros, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un rejoint le live, je sais pas, moi j'avais un programme de live un peu établi où je disais lundi je vais tester ça, etc. Les gens rejoignent le live et en fait la première interaction qu'ils ont avec toi, c'est une publicité pré-roll avant de pouvoir accéder à ton contenu. Et les publicités sur Twitch, si tu veux, les annonceurs, c'est des jeux vidéo hein, pour 80% en général. Hein. Donc, bon, pas top. Après, il y a des pubs obligatoires. Tu es obligé de balancer des pubs à intervalles réguliers. Forcément, il faut payer les serveurs. Hein. Pas de miracle. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, sur YouTube, j'ai basculé il y a 6 mois, on va dire. Et j'ai fait mes lives plutôt sur YouTube, où là, tu peux désactiver les publicités pré-roll. Tu peux même désactiver toutes les publicités sur des lives. Ce qui est quand même assez important. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais c'est le cas. C'est-à-dire que moi, pendant mes lives, je n'active pas la pub. Pourtant, je l'active sur mes vidéos. Mais pendant le live, pendant cette interaction-là, voilà, je ne veux pas, de toute façon, avec 20 personnes qui regardent, si tu veux, ça va pas aller chercher bien loin. On serait 10 000, bon, peut-être que... je plaisante. Non, mais c'est pas ça le point. Mais vraiment, déjà, tu te connectes à l'URL, boum, on voit ta tête et on voit pas une pub. Je trouve que ça fait vraiment toute la diff. Pour une audience professionnelle. Quand tu vas regarder un let's play d'un jeu vidéo, tu te tapes 10-15 secondes sur Twitch, t'es habitué de toute façon. Souvent t'es sub à la personne, donc t'es abonné à la personne. Voilà. Donc moi j'avais pas activé les abonnements, on était 2 si tu veux. Donc, même si j'étais devenu partenaire Twitch hein, quand même. Hein. J'avais fait cet exploit-là, hein, qui est quand même le Graal pour certains. D'accord. Bon, peu importe. Mais j'ai basculé sur YouTube et là oui ça a été un grand changement. On a été 20, il y avait plus d'interactions, il y avait une vraie cohérence aussi de contenu par rapport à l'audience. Sur YouTube, c'est mature, tu as des audiences B2B, tu as des chaînes B2B déjà, tu as des chaînes tech, donc ça allait mieux. Et oui, je suis content, je regrette pas. Même si j'adore Twitch, hein, malheureusement, mais voilà. Tu es utilisateur de Twitch en tant que particulier. Tu suis des streamers, tu fais partie de ce milieu-là ou oui, pendant le Covid, je pense comme beaucoup. Ouais. J'ai découvert un peu sur le tard, on va dire.
Et oui, j'ai eu une partie où voilà, je consommais beaucoup de Twitch. J'aime bien certaines émissions qu'il y a dessus, tu vois, qui sont assez intéressantes. J'ai un peu lâché parce que certains streamers que je suivais ont fait cette bascule aussi sur YouTube. D'accord. Donc font des lives maintenant, même des streamers exclusifs Twitch, tu vois, de plus en plus. Bon, il y avait eu une interdiction, on va rentrer un peu dans les coulisses, on va dire, mais Twitch imposait à ses partenaires à faire exclusivement des lives sur Twitch. Donc tu étais partenaire Twitch, souvent des gros partenaires, tu n'avais pas le droit de streamer ailleurs. Ils ont réouvert ça il y a quelques années, pas très longtemps non plus. Donc les streamers ont le droit de faire de la multidiffusion en fait, ce qui est quand même une stratégie assez intéressante, qui est de dire quitte à passer 1 heure, autant balancer le flux sur Twitch, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, et voilà, avec un seul flux, tu as des outils qui te permettent de balancer un peu partout. Voilà. Exactement. Donc tu mises quasiment tout sur les lives, c'est ta matière première, disons. Est-ce qu'il y a des codes du streaming que tu as décelé, que tu as appris, que tu pourrais partager aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, pas trop se prendre la tête, on branche la caméra, on lance l'enregistrement et puis on apprend un peu sur le tard, comme tu dis, ou est-ce qu'il y a vraiment des codes qui font que il y a les bons streamers et les mauvais streamers, selon toi? Oui, alors bon, déjà, je suis loin d'être un big streamer, tu vois, je débunk un peu le truc, attention, hein. Voilà, j'ai appris les codes, donc ça tombe bien, on va pouvoir en parler. Bon, je suis peut-être pas le plus, tu vois, il y a plein de streamers qui sont bien plus performants, bon peu importe, mais en tout cas, je pense avoir quand même bien maîtrisé. Je trouve, s'il y a bien un truc à retenir, bon, c'est certes l'authenticité, si c'est peut-être trop préparé, ça se verra. Et la deuxième chose qui est très pas matérielle, mais qui est très concrète, c'est le chat. Voilà. Si on fait un live, c'est pas pour faire une information descendante pendant 1 heure qu'on aurait pu faire en vidéo. Parce que si on fait pas, alors quand je dis le chat, c'est lire le chat, répondre au chat, répondre aux messages qui sont publiés dans le chat, discuter, animer le chat, ça veut dire poser des questions ouvertes pendant le stream, les réponses seront données dans le chat, faire des sondages s'il y a suffisamment de monde, voilà. Il y a plein de choses, il y a des codes sur Twitch, plus d'ailleurs que sur YouTube, voilà, des codes du chat, c'est une folie, tu découvres un nouveau monde en fait, c'est hyper intéressant. Mais oui, il y a quelques codes, mais il n'y a pas besoin non plus de tout connaître par cœur, surtout sur YouTube, où là il suffit juste quand même de lancer le chat, et quitte à lancer un live, de le regarder toujours. Donc moi j'ai 2 écrans, hein, c'est un petit peu ce qui me permet de pouvoir partager mon écran au public principal et jeter un œil sur le chat à gauche pour regarder les messages qui sortent et répondre en live. C'est ça le principe. Donc le seul code, je dirais, les deux, on va dire, c'est authenticité et le chat. Après le reste, il y a des petits codes par-ci par-là avec des... Bon, tu peux mettre... c'est des petites choses, point d'exclamation et quelque chose derrière qui fait que c'est plutôt sur Twitch, ça sur YouTube ça se voit moins, mais voilà, qui fait que si les gens tapent cette commande là dans le chat, ils auront accès à telle information. Je pense qu'au début faut pas se prendre la tête avec ça, clairement. On découvrira au fur et à mesure. Faut pas se dire j'ai pas tout mes... Enfin, il y a ça aussi hein, en vidéo et dans les médias, et surtout en vidéo, il y a de vouloir être parfait avant de se lancer. Moi j'aime bien fait avant parfait, fait est mieux que parfait. Ouais. Si on fait une vidéo, elle est faite. Si on attend d'avoir une vidéo parfaite avant de la sortir, bah spoiler alerte, parfois elle est jamais parfaite et tu la sors jamais. Mieux vaut qu'elle soit, elle sorte, tu te trompes, t'apprends. Et les lives c'est pareil. À part juste quand même jeter un œil au chat, sinon ça n'a aucun intérêt, autant faire une vidéo. Et les gens vont être frustrés, ils reviendront pas. C'est tout. Pour les codes de live, je pense. Ou alors peut-être si t'es un média plus tradi, souvent tu vas avoir le présentateur, ça se voit beaucoup, et un chargé de prod par exemple qui va être là juste pour le chat. Et qui va être aussi à changer les scènes. Parce qu'après, il y a un peu de régie, tu vois, ce qu'on appelle des scènes, c'est que tu peux mettre ton écran en grand, puis tu te mets en petit, puis t'as une autre cam, puis t'as machin. Alors, au début, tu commences, t'as qu'une webcam et c'est réglé. Hein. Bien sûr. Est-ce que YouTube te donne des informations ou même des formations pour te lancer sur le live? Et question dans la question, est-ce que YouTube pousse les créateurs de contenu à faire plus de live? Est-ce que c'est important pour la plateforme?
Alors, ils ont, je crois, des YouTube Academy. Je dis pas qu'ils sont pas bien parce que bah, je les ai jamais utilisés. Mais ça, après, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste que moi, j'aime bien me débrouiller, tout ça depuis toujours. Donc ça, bon, après, suivre des formations, c'est pas trop mon truc. Donc je préfère lancer, me tromper et dire ah bah, tiens, qu'est-ce que j'ai mal fait, et après je me forme comme ça en faisant. Bon. Certains préféreront avoir lu toutes les FAQ, tous les guides, etc. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Mais ça existe, je pense, YouTube Academy peut-être, quelque chose comme ça. À regarder, peut-être que tu mettras les liens, j'en sais rien, si on trouve quelque chose. Je ferai des recherches. Moi je sais pas là, je t'avoue. Mais à peu près sûr que ça existe. Et est-ce que YouTube pousse les lives? Je dirais pas que c'est un driver chez eux. YouTube pousse très 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 fort les shorts, mais alors très 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 fort les shorts, format vertical pour le coup. Un TikTok, Reels, mais sur YouTube, donc les shorts, voilà. Et c'est vraiment pour le coup un gros driver. Il y a une communauté YouTube FR, enfin une communauté YouTube qui s'est créée sur Discord d'ailleurs, ça c'est marrant, qui a pas toujours été sur Discord, mais très récemment sur Discord. Ouais, les lives, et les shorts, pardon, ça y va. Voilà, moi j'en fais pas, mais. Justement, t'en fais pas parce que t'es pas un consommateur entre guillemets de shorts. C'est un format qui est pas du tout approprié à ton contenu. Ça te saoule, tu vois pas l'intérêt ou quelle est la raison pour laquelle tu exclus les shorts de ton contenu? Alors, me suis mis sur TikTok au tout début. Alors peut-être pas au tout début, hein, c'est toujours pareil, mais quand même assez tôt. J'ai eu plusieurs vidéos qui ont pété à plus de 100 000 vues, etc. assez tôt. J'étais content, j'ai dit ah stratégie TikTok et tout. Puis moi j'étais moi-même dessus, tu vois. Et bon bah j'ai eu ce constat, putain, je passe ma vie dessus quoi. Je passe ma vie dessus à scroller. Parce que quand t'es sur TikTok en tant que créateur, bon bah tu consommes aussi. C'est un peu bizarre. Bon, même si les gens disent et justement je vais expliquer un peu tout ça. Je vais aller au fond du truc. Ouais. Les gens disent oui mais il vaut être créateur que consommateur, machin, etc. Donc pourquoi j'en fais plus? Pas parce que ça marche pas. Je suis à peu près certain que ça pourrait exploser. T'as des vidéos qui pourraient exploser, etc. Parce que j'aime pas ce que ça fait aux gens, en fait, ces formats-là. Ça peut paraître être un peu démago, mais c'est assez réel. C'est que j'ai pas envie de participer à ces formats-là où tu scrolles comme un débile, excuse-moi le terme, mais où voilà, ça t'accapare toute ton attention et tu te retrouves 2 heures après et tu vois, t'as bouffé ton temps. Bon, après, tu peux regarder 2 heures de vidéo YouTube, 2 fois 1 heure de format long. Je trouve que c'est pas pareil quand même, parce que, donc déjà, il y a ça. C'est voilà, mon point premier qui fait que je n'en fais pas. J'ai réessayé en me disant, bon, bah, quand même, à force qu'ils me le disent, puisque ils te tannent avec ça. Hein. Voilà, attention, c'est bien, etc. C'est en page d'accueil un peu partout, c'est un peu tendancieux, voilà. Tac, fais ci, fais ça. Bon. Je refais et je dis non, ça me plaît pas, je fais pas. Je suis pas consommateur, j'ai réussi à m'en sortir, j'arrive à ne plus en consommer. Je sais pas pour en refiler aux autres et participer à ça. Ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que t'as aucune comment dire j'ai oublié le terme, à chaque fois je le perds celui-là, mais t'as aucun engagement, je trouve, sur les shorts. T'as beaucoup de vues, c'est bien, hein, c'est de la vanity metrics. Oh, fait une vidéo, elle a explosé, 1 million de vues. Ah ok, génial, mais la personne sait que c'est toi qui l'as fait, c'est abonné à ta chaîne, a eu une interaction avec toi. Bah non, ils avaient passé la vidéo d'après 30 secondes. Pourquoi? Donc tu vois, c'est un peu ça aussi, il y a peu d'engagement sur ces vidéos-là, j'exagère. Donc tu peux moins t'associer quand même, je trouve, à des créateurs, parce que t'es plus dans un truc un peu en pilote automatique, tu déroules. Donc voilà, j'en fais pas parce que j'ai pas envie de participer à ça, et aussi parce que c'est moins intéressant. Beaucoup font la réutilisation de contenu, tu vois. Tu fais un podcast, tu vas prendre des moments clés et tu les mets, ça marche hyper bien. Ou tu t'animes une news le matin par exemple et tu vas faire un condensé de 3 secondes par news, ça, tu vois, c'est de la réutilisation, ça évite de faire des shorts que pour faire des shorts avec un format dédié. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Repurpose, chercher le terme, mais voilà, c'est ça. Très clair sur ta stratégie et pourquoi tu n'utilises pas les shorts. Et c'est louable parce que y a beaucoup de médias, je pense, qui se forcent à faire du short parce que effectivement YouTube va pousser et tout le monde dit les shorts ça cartonne. Et ils passent énormément de temps, d'énergie, d'effort parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on est
pas à l'aise de faire parce qu'on sait que nous-mêmes on se sent un peu vide après avoir consommé une demi-heure de short en scrollant. Y a quand même quelque chose à mon avis qui se passe dans le cerveau qui se dit ouais mais en fait t'es en train de faire un truc que tu t'y crois même pas en fait. Je pense que c'est très important d'être aligné effectivement avec le contenu que tu produis. J'avais fait des shorts également et je constatais exactement la même chose. J'avais des vues, alors pas à tes niveaux, hein, j'ai jamais atteint les 100 000. Je faisais des vues, j'étais super content, mais derrière en fait il y avait rien quoi. C'était du tourisme qui passait sur ma vidéo et ça portait pas le podcast sur le long terme et sur la manière dont je voyais le contenu que je produis. C'est de YouTube en fait presque. Ouais, Tu vois, ouais, il y a c'est vrai. Thibaut InShape Mm. qui a cartonné en passant sur du format short. Mhm. Short non parlé en plus, donc short international, Mhm. parce que qui dit short non parlé, c'est-à-dire qu'il parle pas, donc il parle pas Ouais. français du coup, et du coup bah, il peut exporter ses shorts partout dans le monde. Mhm. D'ailleurs il était passé sur un podcast récemment chez Mathieu Stéphanie, hyper intéressant, sur l'angle vraiment création de contenu, qui peut Ok. être aussi un bon, tu vois... Alors j'en vois pas les gens ailleurs, hein, mais... Non, mais il faudrait que je l'écoute, je mettrai le lien, j'ai aucun problème avec, effectivement, si tu as des podcasts à recommander, y a pas de problème. Ouais, bah il y avait eu Inoxtag, pareil, toujours chez Génération du qui était très cool, Thibaut InShape. Et donc voilà, pour lui, il a noté vraiment deux audiences en fait. Hein. C'est presque deux, c'est presque deux publics complètement séparés. Hein, Ouais. tu vois. Il le notait d'ailleurs. On le note souvent. Je sais pas si lui il le notait, mais on le note souvent dans les géographies, ce genre de choses, ou Ouais. les analytics sur ton audience, sur les shorts, parce que tu peux dans YouTube filtrer des analytics par type de contenu, live, post. Il y a les posts aussi sur YouTube qui sont pas mal. Ouais. Qui marche bien. Hein. YouTube essaie vraiment de tout faire. Du Twitter, du TikTok, du YouTube et du Twitch. Voilà, un peu comme tout le monde. Et il y a certains qui marchent, d'autres qui marchent moins. Et donc voilà, c'était intéressant parce qu'il notait vraiment ça. Hein. C'est deux publics. Ça portait pas forcément sa chaîne et son contenu principal, tu vois. Parce que bah, en plus il parlait français sur ses vidéos et sur ses shorts, donc c'est vraiment séparé. D'ailleurs on le note, hein, des gens ouvrent YouTube Short et vont que sur les shorts parfois, hein. Ou même l'algorithme a compris et sur ta page d'accueil t'as que des shorts. Et même quand tu n'en regardes pas, parce que je consomme beaucoup de YouTube aussi, même quand tu n'en regardes pas pour le coup jamais, il continue de t'en pousser, tu vois. Ça par contre, C'est même très compliqué de désactiver les shorts et de faire comprendre à YouTube. Alors il y a une option, excuse-moi, il y a les trois petits points, montrer moins de shorts, mais en fait dans la semaine ça revient, quoi, c'est infernal. Il y a une extension, il y a une extension que j'utilise qui s'appelle Unhook, je vais pas la lancer maintenant, mais et qui permet vraiment de parce que YouTube en fait c'est des masters pour effectivement rendre les gens complètement addicts, hein, faut pas comme toutes les plateformes. Et cette extension est vraiment pas mal parce que tu peux désactiver pour le coup les shorts, tu peux enlever les commentaires parce que souvent les gens regardent la vidéo ou entendent la vidéo, écoutent la vidéo et regardent les commentaires en même temps. Enfin, il y a plein d'options comme ça qui sont hyper intéressant. qui sont assez. Ils avaient fait les commentaires. Ils expérimentent pas mal de choses YouTube. Hein. Ils y vont fort. Hein. Les commentaires chronologiques. Donc, tu sais, les commentaires sur des vidéos. On digresse un tout petit peu, mais ça va pas durer longtemps. Les commentaires sur les vidéos sont time-stampés. Donc, en gros, elles ont un marqueur temporel. Donc, en gros, si tu commentes à une vidéo qui dure 10 minutes, tu commentes à 8 minutes 50, bah, ton commentaire, il est attaché en fait à 8 minutes 50. Je trouve ça intéressant, parce que ça donne du contexte sur des vidéos longues. Et en fait, YouTube avait sorti une fonctionnalité, je crois qu'elle est en bêta. Et en fait, tu vois apparaître les commentaires un petit peu comme si c'était un chat de live qui apparaissait. Okay. Donc, en fonction des timestamps qui avaient été posés. Et franchement, ça donnait un peu cet esprit live à une vidéo qui est une vidéo VOD. Et je l'avais eu sur mon smartphone, je crois que c'était que sur smartphone, il me semble. Ah, d'accord. Okay. Parce qu'il y a plein de bêtas qui sortent que sur smartphone. Et ils avaient réussi à faire ça et je trouvais ça hyper intéressant. Pour le coup. Et pour le coup, ça n'a pas été lancé. Ils l'ont testé en bêta. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un programme de X semaines sur une population bêta. Après, ils coupent la bêta
souvent, je pense, pour ajuster fort des retours qu'ils ont eu pendant cette phase de test. Alors, ils développent en concret, on va dire en définitive, et ils sortent la version définitive. Donc là, je crois qu'on est dans la phase où ça a été coupé, si je dis pas de bêtises. D'accord. C'est dur de suivre, il y en a plein des bêtas. Ouais. Avec la communauté aussi, voilà, ils ont sorti une fonctionnalité communauté où les gens peuvent écrire des posts. Alors, il y a les posts sur YouTube où tu écris des posts, un peu comme Twitter. Où les gens se connectent sur l'appli mobile seulement, pas sur télé, pas sur ordi, et voient des posts. Donc, c'est pas des vidéos, c'est des écrits. Ça permet d'engager la communauté, les gens peuvent répondre à tes posts. Comme si tu publiais sur ton fil Twitter, quoi, on va dire. Eh bien, il y a le mode communauté qui est apparu, c'est-à-dire que les gens, eux aussi, peuvent publier des posts. Donc, c'est-à-dire que sur ta page à toi, sur ta chaîne à toi, il n'y a pas que tes propres posts à toi. Il y a les posts de gens, tu peux choisir est-ce qu'ils doivent être abonnés, etc., qui peuvent publier. Donc, c'est les prémices de Discord, quoi, si tu veux. Donc, ils faisaient déjà du YouTube, ils faisaient déjà du TikTok, ils faisaient déjà du Twitter, maintenant ils vont faire du Discord. Bah écoute, on va rester sur l'univers YouTube parce qu'effectivement, tu aurais pu choisir de faire des lives. Alors sur Twitch, on en a parlé, mais tu pourrais faire des lives sur LinkedIn, sur X. Il y a des plateformes, dont Riverside, qui permettent de streamer sur différentes plateformes en même temps. Techniquement, c'est pas très très compliqué. Toi, t'es vraiment très YouTube. très YouTube. T'es un YouTube man, t'es très très bullish Je suis sur très bullish YouTube. sur YouTube. Ouais, très très très. Euh, Même si j'aimerais qu'il y ait d'autres alternatives, pour plein de raisons derrière, on va pas rentrer trop en détail pour le coup, mais voilà, la censure, ce genre de choses, la centralisation, bref, bon, ça serait bien qu'il y ait des alternatives autres qui sortent, ce serait pas mal, je pense. Malgré tout, c'est là où il y a l'audience, donc si tu veux aussi porter ces messages-là, il faut aller là où les gens sont. Donc ouais, je suis très bullish sur YouTube en tout cas, clairement. Déjà par les stats qui sortent, voilà, le nombre de sur télé, sur ce genre de choses, clairement. Et pourquoi pas d'autres plateformes? Parce que j'ai essayé de lancer plusieurs fois et tu parles plus vraiment à une audience. J'ai eu ce sentiment-là d'être là, de parler un peu à tout le monde. Les codes de LinkedIn, c'est pas les mêmes que les codes de Twitter. Clairement pas. J'ai pris les deux opposés presque, qui ne sont pas les mêmes que les codes de YouTube. Donc c'est important quand tu es sur une plateforme malgré tout, même s'il n'y a pas non plus 36 codes, de parler à des gens qui sont quelque part et qui sont voilà. Si tu veux faire des lives sur Twitter, c'est pas les mêmes codes que si tu fais des lives sur LinkedIn, etc. Pas les mêmes audiences. Donc il y a des termes un peu que tu pourrais pas dire si tu fais en live sur LinkedIn. Il y a des créateurs qui font un peu des lives partout. Moi je m'en fous, je lance un live, je le mets partout. Il y a des hard disques voilà, qui est aussi un très très bon expert YouTube, qui lui voilà, balance partout, même sur Kik, etc. Et je m'en fous, moi. Je passe une heure autant que ça serve partout, quoi. Et en effet, hein, il a quelques centaines par-ci, un millier par-là, et tout ça condensé. Il voit d'où viennent les commentaires, parce que c'est toujours Riverside le permet, tu sais d'où viennent les commentaires, ça. Voilà, moi j'aime bien, c'est une communauté YouTube, avec des codes YouTube, et on parle à des gens. J'ai essayé, c'est un peu indescriptible, j'ai pas su trop mettre de nom là-dessus, sur mon ressenti, mais j'ai trouvé que c'était bien. Comme quand j'étais que sur Twitch, tu vois, je faisais pas Twitch plus YouTube, par exemple. Parce que c'était pas pareil. Les subs, le chat, les points d'exclamation dont je te parlais dans le titre, les raids, le train de la hype, enfin bon bref, sur Twitch c'est un peu un monde, c'est le Duolingo du live, hein. Ils ont gamifié le truc à mort, hein. Enfin voilà. Enfin c'est Duolingo et le Twitch de l'apprentissage de langue plutôt, mais... C'est super intéressant ce focus que tu as, cette capacité à te dire bah non en fait j'ai pas envie de faire ça semble pas pertinent pour moi à l'heure où les médias sont quand même un peu en, en recherche de croissance, parfois de survie, et le message qu'on entend, et je trouve que c'est un conseil qui est un peu terrible, c'est non, en fait, faut que tu sois partout, quoi.
Ton post LinkedIn, ensuite tu vas l'utiliser, tu le recycles en Instagram, ensuite tu vas sur Twitter, ensuite tu collectes tout, tu fais ta newsletter, ensuite tu vas là, tu fais du short, etc. Euh, Est-ce que c'est pas quand même tentant pour toi de te dire parfois, allez, j'y vais, je bombarde, je vais partout. Est-ce que c'est quand même, tu te poses la question, ou est-ce que là c'est définitif, tu te dis non, c'est YouTube et je vais à fond sur YouTube. J'analyserais aussi un peu si demain il y a une autre plateforme, tu vois, je me ferme pas la porte. Mais LinkedIn, j'en fais pas. Les lives LinkedIn, je sais même pas comment le décrire, mais bon, il n'y a pas d'audience véritable. C'est plutôt des webinaires que les gens attendent. Souvent, c'est des trucs très brain content. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de public. Les gens vont pas recevoir ça de la meilleure façon. Après, je fais du repurpose, mais j'ai quand même pour un type de contenu une plateforme. J'aime bien. Donc tu vois, pour le contenu écrit, c'est LinkedIn. Enfin, pour le contenu écrit, les réseaux sociaux, on va dire. Et après, j'ai quand même la newsletter sur Ghost, quelque chose qu'on partage ensemble d'ailleurs, qui est un CMS, assez facile et open source. Donc j'ai quand même ce truc-là, le live sur YouTube, la vidéo sur YouTube, communauté sur Discord. En plus, c'est souvent ce qui se fait pour discuter, etc., de façon asynchrone. Parce qu'il y a le chat pendant les lives où les gens parlent de façon synchrone. On est là, on est synchronisé sur le même fuseau, enfin sur le même... voilà. Mais si tu veux de l'asynchrone, tu vas pas te filer ton mail, c'est invivable, enfin tu vois. Bon, il y a Discord. Et donc à chaque fois, une plateforme pour un usage. Je trouve ça bien. Donc le live se transforme en post... en review sur le site. Par contre, le post LinkedIn, je l'écris moi-même. Ouais. Je préfère. Et après, la newsletter, elle part de Ghost, l'outil qui me sert. Ton audience saura, parce que la newsletter de Mediamoula qu'ils reçoivent, c'est une Ghost. Donc c'est bien, parce qu'au moins, c'est facile à faire. Tu vois, t'as tout au même endroit. Et voilà, donc je m'interdis pas du repurpose, mais comme tu disais, c'est important, c'est intéressant d'ailleurs. J'avais jamais matérialiser ça, mais la matière brute, c'est le live. D'ailleurs, c'est ce par quoi je commence, parce que tout en découle derrière. Si j'ai pas fait mon live, j'ai pas ma vidéo, j'ai pas ma review, j'ai pas mon post LinkedIn, et j'ai pas l'interaction avec les gens dans le Discord par rapport à tel soft qu'on a testé. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir, je trouve, cette matière brute à façonner derrière sur plein de supports différents, et ils se façonnent pas de la même façon sur les supports. Et voilà. Tu testes également des nouveaux formats. Tu as lancé il y a quelques mois le format podcast, où tu as un invité, où en gros tu cuisines pendant 1 heure en lui demandant quels sont ses outils et ses conseils pour utiliser les outils. Est-ce que tu peux nous en dire plus derrière ce nouveau format? Ouais, carrément. Le format podcast, c'est un format que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours fait d'ailleurs, mais je faisais un solo podcast. Dans l'ambiance repurpose. Donc repurpose, c'est le fait de réutiliser le contenu à plusieurs endroits. Ce que je faisais, c'est que je faisais un solo podcast en fin de semaine où je prenais toutes les actus de la semaine que j'avais traitées, toutes les softs que j'avais testées, et j'en faisais un récap pendant 1 heure où je parlais tout seul. C'est pas le meilleur format pour un podcast, je trouve, même si ça marche bien de faire des solo podcasts. On a vu plusieurs exemples qui marchaient bien, qui sont encore plus raw, donc encore plus bruts, je trouve, et ça aurait dû l'être si ça aurait pu marcher, ça aurait pu être ça. Mais là, pour le coup, j'ai réussi à mettre la main sur le format de podcast, donc interview, et avec un format que j'avais en tête depuis longtemps, effectivement, c'est faire intervenir des CEO de boîtes et leur demander ce qu'ils utilisent comme logiciel à chaque étage théorique, quoi, enfin, une image. Donc le haut marketing, tu utilises quoi, etc. Et donc j'ai réussi là depuis 2 épisodes à faire ce format qui est encore un autre format de l'interview, du coup que tu connais bien toi pour le coup, qui est un autre exercice qui demande plus de préparation en amont, voilà, où tu peux pas te lancer, je pense, dans un enregistrement d'un podcast comme tu te lancerais dans un live. Je trouve, en tout cas tel que moi je me lance dans un live, c'est-à-dire sans prépa, quoi. Ouais. C'est bien structuré pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens. Donc ouais, D'accord. Je suis hyper content d'avoir fait ça. Et mon objectif à terme, c'est de faire ces podcasts, les enregistrer en live. D'accord.
donc sur YouTube. Et du coup, l'invité serait là en live. Et du coup, il y aurait le chat en plus qui pourrait, si tu veux, et ça, je trouve ça hyper intéressant en plus dans ce format-là, qui pourrait poser des questions. Je sais pas, moi, je vais dire une bêtise, Fabien, le CEO d'Odoo, qui va être le prochain invité la semaine prochaine, qui nous dit, bah moi, pour tel usage, j'utilise tel soft. Boum, dans le chat. Ah oui, mais pourquoi ça et plutôt qu'un autre? Donc, alors, ça ferait des épisodes bien plus longs. Ouais. Donc, je vais déjà me faire la main, tu vois. Parce que si t'attendais que j'aurais pu, hein, je vais le faire en live. Donc il faut que je set up un truc particulier. Technologiquement, c'est pas pareil. Alors, je l'aurais sorti dans 6 mois. Ouais. Je me suis dit, bah non, je vais l'enregistrer d'abord en format désynchronisé. Je vais me faire la main dessus, les questions, nanana. Donc toujours un peu ce truc, dire, bah faut le tester en fait, faut se lancer. On s'en fiche. Et si on se lance pas, on sortira jamais rien. Et la vidéo, c'est ça. Hein. C'est un jour se lancer, et comme les gens se sont lancés sur un post LinkedIn, il y a un moment où, tu vois, il y a un switch qui se fait et clac. Très cool. Bah, écoute, je mettrai en lien, en description, pardon, les liens vers tes vidéos, ta chaîne et les podcasts. Sympa. Pas de problème. Et maintenant, on va passer à la partie croustillante du podcast que tout le monde attend, la monétisation. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être les différents piliers, comment tu monétises ton business, qu'est-ce qui te plaît, moins dans les différentes solutions de monétisation, à quoi tu penses, comment tu as démarré, où tu en es aujourd'hui, comment tu vois demain. Je te laisse commencer par le sujet que tu souhaites. Le business model, c'est un sacré sujet qui revient régulièrement tous les 2-3 mois et que je peux changer aléatoirement en fonction de mes convictions, on va dire. Et c'est pas facile sur YouTube. Alors, sur en tout cas YouTube et les médias plus tradis. Il y a plusieurs façons. Donc j'ai déjà parlé de la façon dont moi je gagne de l'argent sur YouTube. Le plus gros de l'argent que je gagne vient de ce qu'on appelle les affiliations, les programmes d'affiliation. Donc en fait, certains logiciels, j'essaye à peu près de les faire pour tous. Ça me permet de garder mon objectivité, de rejoindre un programme d'affiliation à l'issue du test que je fais. Donc c'est important pour moi de d'abord tester, de dire ce que je pense, de faire ma review, d'écrire ma review sur le blog, et ensuite d'aller voir s'il y a un programme d'affiliation. Donc l'affiliation, pour celles qui connaissent pas, bon, même si je pense que l'audience média connaît, c'est le fait pour les créateurs de contenu de partager un lien. Moi en l'occurrence je parle de logiciel, donc allez tester ce soft, je pose un lien d'affiliation, les gens testent, s'ils s'abonnent, l'éditeur va me redonner un pourcentage. Donc c'est l'affiliation. J'essaye de garder mon objectivité en faisant le programme d'affiliation après. Il y a ça qui est la première source. La deuxième source, c'est la YouTube Money. C'est les pubs qui sont les écrans publicitaires, comme à la télé, qui sont mis sur les vidéos YouTube à intervalles réguliers. Il y en a plus ou moins. Alors, c'est YouTube qui choisit, tu peux les désactiver. Bon, c'est tout un système derrière, on va pas rentrer là-dedans. Mais en gros, une fois que ta vidéo est en ligne, tu choisis si elle est monétisée ou pas. Et donc les gens auront des écrans pubs. Il y a tout un tas d'astuces pour les enlever, etc., dont on ne parlera pas ici. Mais voilà. Donc, soit tu t'abonnes à YouTube Premium, soit tu as des pubs classiques, comme sur Netflix maintenant. Soit tu as Netflix 15 €, on va dire, soit tu as Netflix 5 € et tu as des pubs. Voilà, donc ça c'est la YouTube Money, les AdSense, on appelle ça. C'est le même programme que pour d'autres programmes de pub sur Google. AdSense, donc. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est les abonnements premium, en tout cas pour ma part. Donc en gros, c'est les gens s'abonnent pour avoir accès à du contenu exclusif. C'est ce que j'essaie de développer le plus, parce que c'est presque le modèle avec lequel je suis le plus à l'aise, mais qui n'est pas un modèle dans les codes du web, malheureusement. Le code du web, c'est gratuit, et puis c'est tout. Et puis, tu as des pubs, et puis récolte de data, etc. Bon, moi, je préférerais, d'autant que faire se peut, de mettre en place un abonnement premium, ce que j'ai fait d'abord sur YouTube, parce que tu peux activer en fait ce qu'on appelle YouTube souscription. Donc j'avais mis 10 €, tu vois, et les gens, pour avoir accès à ce fameux replay de live dont on parle, que j'ai mis en paywall sur mon site, devaient s'abonner à 10 €. J'y croyais pas, j'ai eu 15-20 abonnés quand même, donc c'était cool, j'étais content.
c'est le jeu, YouTube t'apporte de l'audience, bon, ils te prennent, je sais plus, 20 ou 30%. Bon, soit. Euh, et du coup, j'ai développé la même chose, mais plutôt sur mon site. Donc cette fois-ci, le replay, je le prends, je le sors et je le mets aussi sur le site. Et là, j'ai un paywall, donc un abonnement à 10 € par mois qui te donne accès à tout ça, plus du contenu exclusif, etc. Alors, c'est un peu les 3 sources de revenus actuellement que j'ai. En tout, ça va pas chercher loin. Pour une audience comme la mienne, B2B, j'ai pas encore fait de sponsoring parce que c'est un peu le Graal sur YouTube, c'est les sponsors. Oui, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, tu vois, on connaît tous. Ou bonjour, c'est Franck Leboeuf. Pour les gens qui consomment du YouTube, ça va leur parler. Et bien ça, c'est le Graal. Donc c'est des gens qui vont sponsoriser tes vidéos. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est la majorité des gens qui m'ont proposé sont des éditeurs de logiciels que je peux potentiellement tester sur ma chaîne. Ouais. C'est un peu bizarre, tu vois. À un moment, je dis, je veux donner un avis objectif sur les softs, et de l'autre, la semaine d'après, j'ai lui qui m'a payé et il vient faire une intégration. Donc c'est chiant, tu vois. C'est compliqué effectivement et c'est quelque chose qui, les médias se posent plus trop la question et effectivement tu vois du sponsoring de partout et derrière des tests soi-disant transparents, authentiques et sans influence. Alors dans les softs ou même dans les produits physiques, tu parlais de tests de hardware, de téléphones, etc. Effectivement, on connaît tous les sites qui testent des téléphones et puis de manière objective et derrière ils ont un gros sponsor de Samsung qui lâche 5000 balles pour faire un article sponsor. Mais tu te l'interdis par éthique, parce que tu penses que ton audience n'apprécierait pas non plus. Quelle est parce que c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est le Graal, c'est ce qui pourrait potentiellement te déclencher un autre levier de monétisation. On sait que les contos, les Notion, le HubSpot, ils pourraient lâcher des billets quand même assez. Ils arrosent les autres créateurs. Ils arrosent les autres créateurs. En plus, ils font les Odoo, etc. Odoo sur chez Micode. Bon, je parle de youtubeurs, mais voilà, ils sont très 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 avertis là-dessus. Hein. Ils sponsorisent plein d'autres chaînes. Bon. Le fait est que moi je teste leur logiciel gratuitement, donc déjà je suis pas sûr de les intéresser, même si j'en ai quelques-uns qui m'ont contacté. Mais oui, c'est plus déontologique dans ma procédure de test de pas essayer de pas avoir des sponsors avec eux. Après, s'il y a des sponsors qui sont pas dans cette branche-là de trucs que je teste, de logiciels que je teste, je te dis une bêtise, moi je sais pas, moi une mutuelle ou que sais-je, qui vient et bon, ça a rien à voir avec le schmilblick, mais l'audience est la même. Bon, pourquoi pas la sponsor, tu vois. Tu passes un cap, hein, clairement. Hein. Les thunes monnaie, actuellement, moi, c'est 500 € par mois que je gagne en AdSense avec 15 000 abonnés. Alors, il faut plutôt mesurer les vues. J'ai plus le nombre de vues cumulées, mais voilà, à peu près ça. Je pourrais l'ouvrir, ça intéresse. Vite fait, Analytics. Mais c'est à peu près ça. Une sponsor d'un annonceur, 90 secondes sur une vidéo, en plus dans la branche B2B, tu vois, dirigeant, etc. Je sais pas, tu peux aller chercher 3, 4, 5 000 € hein, pour 90 secondes, hein, voire plus, hein, même parfois, hein, chez les gros youtubeurs. Peut-être pas avec mon audience encore, mais je pourrais aller chercher ça. Donc voilà. Mais bon, j'ai un peu une utopie aussi de me dire, bah, ça peut aussi être financé par les abonnements. Et une utopie encore par-dessus qui est par les dons. Parce que y a certains médias, souvent des médias alternatifs, d'ailleurs, Blast, Mars Actu, qui sont déjà bien en place. Alors pas Mars Actu, parce que je suis marseillais, mais bon bref, ils sont connus un peu partout de toute façon hein, comme médias. Mais Blast, qui a une belle chaîne YouTube et qui sont très actifs là-dessus, qui eux sont plutôt souvent financés par du don ou des programmes, voilà, de la recherche de dons ou des programmes d'adhésion, etc. Voilà, ça c'est un peu le modèle, mon modèle idéal. Après, entre l'idéal et celui qui rapporte de l'argent, il y a toujours un gap. Mais voilà, ça serait. Si je pouvais choisir, je choisirais ça. Voilà, j'ai essayé aussi, tu sais, Buy Me a Coffee, ce genre de choses, ou Coffee tout court avec un K. Mais on n'a pas été élevé entre guillemets comme ça sur Internet. Malheureusement, hein, d'ailleurs, on est élevé on attend que ce soit gratuit. Les gens se disent à aucun moment, je vais payer pour ça en fait. Donc il y a eu quelques soutiens. Voilà, c'est. Est-ce que tu vois passer des choses
innovantes sur la monétisation de chaînes YouTube qui pourraient, ou de business de création de contenu tel que toi tu le conçois, des choses que tu as dans les cartons que tu peux révéler aujourd'hui, peut-être des choses que tu aimerais tester côté monétisation, ou est-ce que vraiment là t'es plus dans la phase ok, bon bah comment je fais pour développer effectivement ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire les abonnements. J'ai des choses, bah alors, bon, je te le disais, hein, mon idéal ce serait ça, mais bon, le fait est que ça ne fonctionne pas, donc les dons, avoir une page où les gens pourraient, un peu comme l'open source, tu vois, moi après je suis pas mal dans cette dynamique, où tu vois, y a plein de projets qui fonctionnent par des dons, donc ça on laisse de côté, j'ai testé, ça marche pas. J'ai bien aimé, ça se fait pas trop sur les chaînes YouTube, pas trop sur les médias, mais le programme Red Bull, un peu ambassadeur, Ok. où plutôt que d'avoir des opérations ponctuelles sur ce qui se fait hein, sur YouTube, c'est cette vidéo, vous avez un annonceur qui va la sponsoriser, d'accord? On va prendre NordVPN parce que bon, c'est l'exemple le plus connu et je pense que c'est eux qui ont arrosé le plus. Ou Oli en ce moment, la boisson. Bref, il y a quelques marques comme ça qui reviennent beaucoup sur YouTube. Donc ils sponsorisent un contenu. Mais ils sponsorisent pas un média. Tu vois? Et moi, ce que j'aimerais bien expérimenter, c'est le modèle Red Bull pour les ou le modèle Quicksilver ou le modèle de sponsor au sens pas noble, mais au sens historique du terme. Ce surfeur est sponsorisé par Quicksilver. Donc en fait, il va pas. C'est pas cette compétition a été sponsorisée ou cette vague qu'il a pris a été sponsorisée par NordVPN pendant les 3 secondes où il était sous l'eau, dans le tube. Non, c'est son parcours et cette année-là en tout cas, parce que c'est des contrats renouvelables d'un an. Ouais. Bah voilà, il va s'afficher publiquement avec cette marque en casquette, etc. Cool. Moi, c'est un modèle que j'ai mis hein, sur mon onglet partnership sur mon site, qui est un peu utopique où j'ai dit bah plutôt que de sponsoriser voilà, un post LinkedIn, une vidéo YouTube, on se tape dans la main, on a les mêmes valeurs. C'est sponsorisé sur 3 mois, 6 mois, 1 an, genre, que sais-je. Mais par contre, bah, c'est tout en fait. J'écris un post LinkedIn, à la fin, c'est le média Stack Guide est sponsorisé par machin. C'est sur la bannière de la chaîne YouTube en haut, tu vois. Sur les médias, t'as ce qu'on appelle des miniatures en haut. Enfin, c'est pas des miniatures, tu sais, c'est des les bannières. Les bandeaux, les bannières. Je cherchais le terme. Donc, sur la bannière, tu vois. Sponsorisé par machin. Et sur tous les supports que tu crées, qui sont en lien avec le média que tu as lancé, bah, c'est sponsorisé par telle marque ou tel gros éditeur. C'est ce qui se fait aussi un peu dans l'open source. T'as des projets qui sont sponsorisés par des sociétés mi-commerciales open source, open core, qui sponsorisent des projets full open source. Qui ne vivent que grâce à ces sponsorings-là, en fait. Et à des dons, mais c'est pas les dons des particuliers. Donc j'aimerais bien tester ça, tu vois. Être un athlète, je sais pas moi, Red Bull, un athlète Red Bull du B2B. Donc voilà. La chaîne Stack Guide est sponsorisée par Red Bull, pour prendre cet exemple qui parlera le plus. Et après, quel que soit le contenu que tu publies partout, le podcast, le Discord, le bidule, le machin, c'est tout le temps brandé. Bon, après le sponsoring s'arrête, pof, il y en a un nouveau qui prend, ou il n'y a plus de sponsor, ou voilà. Ouais, c'est comme un athlète en fait qui est plus sponsorisé par Nike, qui va chez Adidas ou qui arrête tout simplement. Voilà. C'est ça, exactement. Donc après, le contenu que tu as déjà publié, tu vas pas le débrander, mais tout comme l'athlète, tu vas pas lui dire, bah sur sur cette compétition de surf là, enlève-moi, retouche-moi le. Non, tu vois. Donc ça y est, c'est acquis. Très cool. Ça existe pas trop. J'ai pas croisé trop. Ça, c'est ta réflexion. C'est pas quelque chose que tu as vu. Je l'ai vu sans le voir parce que t'as quand même des sponsors réguliers. Ouais. T'as des gens qui travaillent tout le temps un petit peu avec les mêmes. Une fois que t'as bien travaillé, je pense qu'une fois qu'un annonceur a bien travaillé, ou une agence, parce que t'as souvent des agences entre les deux, une fois qu'une agence a bien performé, avec soit du ROI, soit de la visibilité de marque sur une vidéo, bon bah, ils vont en refaire une deuxième, troisième, et finalement ils vont faire toutes les vidéos de l'année. C'est à peu près la même chose, tu vois. Donc voilà, c'est venu de là en disant mais lui il est tout le temps sponsorisé par cette marque en fait, et à chaque fois il le dit, merci à ce sponsor de longue date avec qui tu vois, et je trouve ça hyper intéressant et vachement plus sain en fait, parce que t'as pris le temps de comprendre les produits de la marque annonceur pour éviter d'être sponsorisé par des trucs qui sont pas en adéquation.
Souvent, ils font des vidéos un peu publi-reportage, entre guillemets. J'ai été visiter les bureaux de NordVPN, machin, tu vois. Et ça fait du contenu sympa, sous couvert d'eux, tu vois. Et vu que c'est un annonceur, il y a ici Japon Corp, peut-être que certains connaîtront, qui font du build-in public. Ils ont plein de branches, et ils font plein de choses. Et eux, voilà, ils ont des sponsors réguliers. Et souvent, ils vont les voir, tu vois. Ils ont été visiter les locaux de ils font une vidéo dédiée pour ça. Et c'est un vrai partenariat, tu vois. C'est pas juste opportuniste. Ouais, bah là, ils nous ont filé un brief et pendant 90 secondes, je parle d'un truc que je connais pas. Ouais. Ça se trouve, c'est un scam. Alors je dis pas, hein, il y a plein de youtubeurs, la majorité, ils vérifient, etc. avant, mais t'as eu des loupés, hein. Ouais. Et puis je pense que l'audience, elle en a peut-être un peu marre que les youtubeurs fassent les girouettes et un jour parlent d'un logiciel, un autre d'un autre soft, passe un peu du coq à l'âne et sans vraiment avoir effectivement de encore C'est une pas fois cohérent. ouais c'est ça. Ce que tu Ouais. dis, c'est très juste, tu vois. Je prends l'exemple de NordVPN. Bon, bah, t'as une chaîne YouTube. Un coup, ça va être NordVPN. La semaine d'après, c'est Ghost VPN, CyberGhost VPN. Ouais, ouais. C'est deux VPN qui font strictement la même chose. En plus, des VPN commerciaux. Et quelle authenticité a le créateur à pousser comme ça, comme tu dis, c'est hyper juste. Girouette, il n'y a pas de cohérence. C'est voilà. Tandis que si tu vois là, t'as pris le temps, tac, et tu racontes une histoire. C'est ça. Ouais. C'est très très digeste, je trouve, et beaucoup plus fair-play pour ton audience de leur proposer quelque chose que tu as été sourcé, qui correspond à tes valeurs, et du coup aux valeurs de la chaîne, et du coup aux valeurs de l'audience, en fait. Donc tout est cohérent, et ils absorberont ça, ils accueilleront ça vraiment beaucoup mieux, je pense. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as déjà réfléchi à finalement à créer ton propre soft ou ta formation ou ton produit, ton service que tu pourrais vendre entre guillemets ou proposer directement à ton audience pour être vraiment maître de toute la chaîne de valeur de A à Z. Tu parles beaucoup d'open source, de favoriser les dons, les abonnements, donc qui sont une relation très directe. T'as pas d'intermédiaire avec entre ton audience et le créateur de contenu. Est-ce que tu t'es pas dit finalement qui de mieux que moi-même pour proposer un produit pour mon audience que je connais ou est-ce que c'est quelque chose que tu écartes? C'est pas, je l'écarte pas. Je sais que il y a il y a plein de, peut-être pas plein, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui ont réussi à faire ça et c'est souvent très louable. Donc en fait, quand ils ont des encarts de sponsors, ils sponsorisent leur propre marque. Je pense à Peter McKinnon qui est un peu dans la vidéo filmmaker, pardon. Donc cette mouvance un peu, il présente des caméras et tout. T'as Marques Brownlee qui est quand même le tech guy, tu vois, américain et maintenant, enfin anglophone, on va dire, qui lui a sa marque. Donc soit de basket, soit de sportswear, soit de t-shirt, soit de machin, soit de carnet, je sais plus ce qu'il a. Et voilà, je trouve qu'effectivement, Linus Tech, LTT, Linus Tech Tips, Linus Tech Tips, lui pareil, en fait, c'est le Graal, hein, effectivement, puisque bah, t'as bouclé la chaîne. T'attends pas que des annonceurs viennent voilà, poser une pub chez toi, tu fais la publicité et tu mets en avant tes propres services. Bon, j'y ai... Souvent, c'est les formations, tu vois, ce qui se fait. Alors, moi, ce qui se ferait dans mon domaine, ce serait de faire des formations. Je mettrais une formation Notion, et sur chaque vidéo Notion, je dirais, bah, n'hésitez pas à aller acheter ma formation. J'ai essayé, je vais pas te mentir, je l'ai mis 3 mois payante, j'ai fait une formation d'1h30 sur Notion. Elle a fini gratuite sur YouTube. Ouais. Je sais pas, j'étais pas en accord avec ça. Après, je critique pas. Hein. Donc après, développer un soft, j'ai pas les compétences malheureusement. Et puis c'est des soucis. J'ai été entrepreneur 10 ans, je t'avoue, là, je suis content d'être tout seul. C'est notre tambouille. C'est quelque chose, ça. Effectivement, ça paraît comme une évidence et c'est très simple. Tu vois, moi assis là, ici, derrière mon écran à dire ah oui, les créateurs de contenu pourraient faire ça, mais derrière, c'est des problèmes à l'infini, quoi. Quand tu crées ton soft, ton produit. En fait, c'est comme si tu demandes à un boulanger de faire aussi boucherie, quoi. Enfin, tu vois, c'est deux métiers, ce sont deux métiers, pardon, complètement différents. Et ça, sur le papier, tu te dis bon bah pourquoi pas. Effectivement, ça a du sens. Mais derrière, dans la pratique et dans la logistique et
et j'ai même l'impression que toi, tu tiens quand même à avoir. Je t'ai pas demandé ce que tu faisais l'après-midi une fois que puisque tu as dit que tu À la plage, raccroché, vu que mais j'habite à Marseille. voilà, c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que t'es attaché également à ta entre guillemets à ta liberté, à la vie que tu t'es créée grâce à ce business de créateur de contenu. Donc, si c'est derrière pour te rajouter une couche de trucs infernal à gérer, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est une solution qui effectivement, pour les gens qui veulent vraiment pousser la monétisation et qui sont peut-être intéressés par ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup effectivement. Peut-être un peu moins dans le B2B, mais beaucoup dans dans le B2C, dans le grand Hmm. public, c'est quelque chose qui peut très bien Ah bah, fonctionner. les Américains disent audience first, product later. Ouais. Et donc il y a des exemples parfaits. Hein. Justin Hutto, que vous connaissez peut-être, je reprends toujours cet exemple-là, Mhm. qui a créé la marque Respire, Ouais. les cosmétiques. Elle avait déjà une audience bien installée sur Instagram. D'accord. Donc c'est vrai que le jour où, alors je pense pas, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de discuter de ça. Et je reprends toujours cet exemple-là, mais je pense pas que quand elle ait créé son audience Instagram, elle se disait un jour je vais sortir un produit, j'aurai déjà des gens à qui en parler. Le fait est, le jour où elle a sorti Respire, elle a déjà une communauté, je crois que c'était un peu autour du running, un peu aussi éthique, etc. Et donc c'est vrai qu'elle avait créé une audience d'abord, et elle était à la croisée des chemins. Mhm. A vu son audience, elle aurait très bien pu partir dans l'influence, clairement. Je pense que Justine Hutto, il y a, je sais pas, c'était il y a 8 ans, vu l'audience Instagram, si elle continuait comme ça, elle aurait pu devenir influenceuse ou créatrice de contenu, et voilà. Et elle a fait le chemin, voilà, pas inverse, mais voilà, à côté en tout cas, qui était de dire, bah, je vais créer un produit et je vais en parler à cette audience-là pour le lancer. Oui, c'est plus facile. Demain, tu crées un produit, tu as une audience, oui, c'est facile. Demain, t'es Peter McKinnon qui parle de caméra toute la journée à longueur de temps, tu sors un sac pour mettre des objectifs photos. Bon, bah voilà, audience first, product later. Effectivement, c'est un petit peu le. Mais c'est plus du tout les mêmes. C'est plus du tout les mêmes considérations en fait. Moi, j'ai été 10 ans dirigeant, pardon, d'entreprise avec une trentaine de 20-30 personnes au max. Ouais, je suis content d'être tout seul, tu vois. Mhm. Je dis pas que faut pas créer des boîtes, hein, mais voilà, je travaille trop, pas de vie, voilà. Maintenant, c'est comme tu dis, le midi, j'ai fini mon flow classique. L'après-midi, je fais un peu de conseil en ce moment, globalement. Alors sur 2 branches. C'est pas pour faire de l'autopromo parce que j'ai pas du tout envie de développer cette partie-là. Ne m'appelez pas. Mais j'accompagne des entreprises pour les aider à déployer une stratégie YouTube Mhm. parce que je l'ai fait sur ma précédente boîte. Cette fois-ci pour acquérir des leads. On crée une chaîne YouTube, devenir un micro-média de niche dans une verticale de son business. Mhm. Ça, je le fais un petit peu. Et aussi, classiquement, qui est la suite logique pour aider des entreprises à choisir les bons softs. J'essaye de le faire en vidéo. Maintenant, ça fait pas tout. Parfois, il y a besoin d'un truc très spécifique. Là, il faut analyser, faire un audit, trouver des éditeurs à benchmarker, aider à choisir, suivre le déploiement. Ça m'arrive aussi. J'avoue que je n'ai pas envie de développer particulièrement cette partie-là. Et même si j'ai gagné un peu d'argent en vendant ma boîte l'année dernière, c'est bien parce que c'est pas avec l'argent du média, parce que j'en ai pas parlé, mais ça ne permet pas de vivre, Mhm. que je peux. C'est pas avec l'argent du média que je peux vivre. Donc j'ai du consulting pour pousser au bout, coller au bout, jusqu'à ce qu'à un moment, je l'espère, je puisse avoir le média par X ou Y billets de monétisation dont on a parlé, puisse prendre le relais et que j'arrête le consulting. J'arrêterai pas définitivement jamais, parce que ça te permet de garder Bien sûr. un pied dans les entreprises quand tu as une audience B2B, c'est important. Mais voilà, d'inverser un petit peu, tu vois, les jauges. Mhm. Donc Très clair. l'après-midi, je fais ça. Ok, très cool. Dernière partie du podcast sur être un créateur de contenu au quotidien, pour échanger avec pas mal de publishers et de médias de toute taille et dans toutes les thématiques. Euh, Généralement, ils sont conscients quand même qu'il y a un enjeu de développer sa marque personnelle, de passer au live, de passer à la vidéo. Tu as parlé de Information, le média aux US qui lance des lives. Donc, c'est encore une fois des médias de tout type, de toute taille. Mais il y a souvent des blocages qui reviennent. On en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on développe si tu as encore un peu de temps. Euh,
déjà, beaucoup de gens sont pas à l'aise avec le fait de montrer leur tête, en fait, tu vois, d'avoir voilà, leur visage sur des vidéos YouTube. Euh, Il y a également l'enjeu de tenir le rythme. Toi, j'ai l'impression que c'est assez naturel et que ça te donne de l'énergie le matin de te dire ah cool, je vais retrouver mes abonnés, je vais faire un live, etc. On sait quand même que c'est une production intense. Un live par jour, on s'en rend pas compte parce que toi, encore une fois, je pense que c'est tellement dans ton quotidien et t'es à l'aise avec ce format, donc ça paraît pas beaucoup d'efforts, mais c'est quand même c'est quand même assez intense et même tu vois, tu parlais de répondre au chat en même temps que tu enregistres, etc. Euh, Juste pour reprendre mon exemple personnel, mais pour donner le contexte, parfois à la fin du podcast, je suis un peu rincé, quoi. C'est quand même, tu vois, il y a quand même, tu t'es obligé d'être très présent. Tu peux pas faire. Donc, qu'est-ce que tu vois comme ça, comme blocage potentiel sur ce type d'activité, et qu'est-ce que tu as à y répondre peut-être aux personnes qui aimeraient se lancer, qui savent que c'est peut-être important pour leur business, mais qui ont ce type de blocage ou d'interrogation. Ouais, alors dans l'ordre, il y a plusieurs points du coup, mais le premier auquel j'ai envie de répondre, c'est le blocage de montrer sa tête, etc. Et j'irais même rajouter en fait une couche supplémentaire avec le fait d'incarner avec des personnages le média, chose qui marche bien quand on incarne. Qui dit incarner dit avoir un peu tout le temps les mêmes têtes. Qui dit avoir un peu tout le temps les mêmes têtes dit dans un média où tu ferais peut-être intervenir des collaborateurs ou des collaboratrices, bah, s'ils partent, ils ou elles partent, Exactement. t'as un côté un peu ah ouais, mais c'était mieux quand c'était l'autre, tu vois. C'est un peu chiant quand même. Donc ça dépend la taille, mais ce que j'aime bien dire avec les quelques entreprises que j'accompagne, bon bah c'est qui de mieux que les dirigeants déjà pour incarner. C'est pas toujours possible, bien sûr. Je sais pas, tu prends un gros publisher, tu vas pas faire venir le CEO du truc, tu vois, qui est dans sa tour d'ivoire pour présenter les news du matin. Mais voilà, des gens avec lesquels tu sais que voilà, tu vas pouvoir garder un peu sur le long terme, hein, concrètement. Parce que c'est important, je trouve, quand tu as un présentateur The Information, ils ont 2-3 personnes. Tu as le média aussi, je crois, qui s'appelle Le Média tout court, il me semble, qui ont une belle chaîne YouTube où ils font de l'actu. Pareil, ils ont un peu tout le temps les mêmes présentateurs. Bon, bah si ça change du jour au lendemain, c'est bizarre. Comme question pour un champion, Julien Lepers, Samuel Etienne, tu vois. Samuel Etienne est un super présentateur, Julien Lepers aussi. Bon, bah il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je donne des refs, oui, c'est incroyable. Mais le jour où il y a eu Samuel Etienne, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Alors qu'au final, bon, c'est génial, tu vois. Ouais, bien sûr. Et big up à lui parce que c'est devenu un streamer d'ailleurs. Ah, ok. Ah ouais, un gros streamer sur Twitch. Ouais, très gros streamer sur Twitch, ouais, carrément. Il a été piqué, c'est très drôle. Et donc voilà. Et donc, pour revenir à ça, c'est donc trouver des gens qui vont être là suffisamment longtemps pour ne pas, voilà, pour pouvoir garder une cohérence et s'attacher aux gens. Hein. C'est des humains avec des humains. Hein. C'est ça qui est bien versus l'IA. C'est des appétences avec des gens avec qui tu t'entends. Tiens, lui, je l'aime bien. Peu importe ce qu'il dit, bah, je préfère tel programme, hein, parce que tu peux avoir plusieurs programmes hein, présentés par des personnes différentes. Donc ça, déjà. Bon, s'attacher aussi au droit à l'image. Donc il y a ça aussi. Hein, puis c'est un collaborateur ou une collaboratrice, il faut bien penser à ça. Si elle part, bon, bah, elle te dit bah, moi j'ai plus envie que tu utilises mon image, t'as tout ton back catalogue là qui est foutu. Donc il y a ça. Montrer sa tête après, bah c'est je te dis des appétences, je pense. Hein. Déjà demander dans l'équipe s'il n'y a pas des gens qui sont à l'aise. Ça peut être bête, mais des gens qui créent du contenu à titre perso, tu vois, qui ont de leur côté, ils animent une page Insta sur le tricot et ils sont hyper à l'aise avec ça. Ils font déjà des lives, des shorts, des trucs. Bon bah voilà. À leur dire bah, est-ce que tu voudrais pas t'occuper de ça dégager du temps, faut pas que ce soit en plus de quelque chose. C'est un vrai métier, comme tu dis. Hein. Demain, tu mets ça en place sans aménager du temps, sans prendre en compte le temps de prépa, etc. Parce que moi, je fais le mariole, mais ça me prend une matinée. Ça m'a pas toujours pris une matinée, hein, attention. Hein.
Quand tu te lances, faut préparer et tout. Donc, allouer du temps, je pense que c'est aussi une bonne recette. Se faire accompagner s'il y a besoin. Certaines personnes préfèrent être accompagnées, d'autres préfèrent se lancer toutes seules. Et après, montrer sa tête, je te dis, si c'est vraiment trop une contrainte, tu finiras par arrêter. Ouais. Je pense. Nous, on l'a vu, on était 3 associés dans mon ancienne boîte. On faisait beaucoup de live et vidéos 2, moi et mon ancien associé. Et le 3e, c'était pas dans son truc, tu vois. Il nous l'a dit, il a essayé, il en a fait un petit peu. Et c'était OK pour qu'il arrête d'en faire. Parce que ça sert à rien de persévérer, tu vois. Et il faisait autre chose et il le faisait magnifiquement bien par ailleurs, tu vois. Et nous, on s'occupait de ça parce que on aimait bien, en fait. Et c'est mieux si t'aimes bien tant qu'à faire. Ouais. Tu vois. Si vraiment t'y vas, moi le matin, je suis hyper content et ça fait 1 an et demi. Il n'y a pas un moment où je me dis, là, hier, oui, tu rentres de vacances, faut se dégripper, tu vois. Mais après, t'es content en vrai. Ouais. Donc il y a ça. Et après, c'était quoi l'autre point? Je sais plus parce que du coup. C'était sur la production, sur tenir le rythme de. Effectivement, tu dis que bon là c'est le retour des vacances, tu reprends un peu le rythme, etc. Mais t'as jamais eu quand même des passages un peu à vide, de dire ce matin, franchement, j'ai pas trop envie ou de remise en question parce que c'est encore une fois c'est quand même assez intense de produire un live par jour. Si, tout le temps, hein, c'est l'ascenseur, pas émotionnel, mais l'ascenseur de motivation. Hein. Tu vas être cité par, je sais pas, un expert du brain content B2B en disant, voilà, il a compris, il fait des trucs, paf, ça te remet un coup de boost. Et hop, tu repars. Tu vas participer à un super podcast comme le tien en disant Ronan accorde du crédit à ce que je fais. Donc, boum, ça te remet un petit coup. D'un autre côté, tu vas avoir des commentaires négatifs le lendemain. C'est quoi ton truc, machin, qui peuvent être même si tu prends un certain recul, il y a ça aussi. Quand tu t'exposes sur des réseaux sociaux, YouTube ou autre, quand t'es un média qui sort, tu vois, je sais pas moi. Ton journal en ligne ou que sais-je, maintenant ils ont tous un espace commentaire, hein, c'est faux. Donc, on est tous touchés de toute façon, quoi qu'on dise, c'était là où je voulais en venir. Donc ça va être le down, etc. Donc moi ce que j'aime bien c'est les routines. Ouais. Je suis quand même très, comment dire, très procédurier quoi. Enfin, ce qui me permet de tenir ce rythme-là, c'est une organisation, vraiment allemande quoi. Ça parlera à tout le monde, mais c'est dans le sens positif du terme. C'est vraiment très très organisé quoi. Et au début c'était un planning avec un calendrier éditorial, tu vois. C'était plus compliqué qu'autre chose, mais le fait de répéter, en fait, ta séquence elle est faite. Et c'est vrai que le fait de créer des rendez-vous, alors je dis pas qu'il faut le faire tous les matins, surtout si tu te lances, mais 1 par semaine ou 1 par mois, en te disant, mais je sais pas moi, le premier vendredi tu vois, c'est un peu, tac. C'est acté. Tu vas t'y tenir. Il y a un peu un truc d'engagement, tu vois. Moi, je faisais aussi un planning de live. Le dimanche soir, je prenais 1 heure, je préparais ma semaine. Je le fais un peu moins. Mais ça marche bien aussi. Beaucoup de créateurs de contenu vidéo le font. Ouais. Tu sors ton programme, tu sors ton télépoche, ton télé 7 je sais plus c'était quoi. C'était Télé 7 jours, je crois. Télé 7 jours, ouais, c'est ça, Télé Z ou je sais plus quoi. Ah, peut-être. On a des belles refs aujourd'hui. On va aller chercher loin, mais tu vois, tu sors ton télépoche. Moi, c'était télépoche. Donc, tu sors ton télépoche le dimanche soir et comme ça, les gens savent que mardi, ils peuvent, tu vois, mettre la petite cloche pour ce live-là, tac. Très cool. Et toi, tu as un engagement. Ouais. Parce que si tu as 2-3 personnes qui se sont abonnées, bon, c'est bien d'y aller, quoi. Donc ça te permet, tu vois, t'es redevable, je pense. Et le fait de l'annoncer en public, il y a plein de trucs comme ça en développement personnel. T'arrêtes de fumer, tu le dis à tout le monde. Je sais plus quoi, tu veux te coucher, tu fais du sport, tu te mets dans un Strava et puis je sais pas quoi. Et en fait, tu te sens redevable vis-à-vis des autres. Et du coup, tu peux le faire. J'avoue que moi, pour le moment, j'ai pas eu besoin de ça. Parce que c'est vrai que le plaisir est quand même à la base de pas mal de choses, je trouve. Ouais. Donc je prends du plaisir. Et vraiment, le live... Autant les vidéos, parfois j'étais un peu faut que je fasse une vidéo, celle-ci elle me saoule. Le fait d'aller en live à 9h, tu vois, je te dis, tu retrouves les gens, tu discutes. On n'est pas nombreux en plus, donc c'est pas un live comme on peut voir sur Twitch qui défile à 200 à l'heure, là. Tu vois rien, tu reconnais, hein, c'est vraiment eux pour le coup, ils sont vraiment très très chauds. Sur le live qui passe à 2000, là, ils ont des pics à 8, 10 000 personnes qui te suivent, parfois plus.
Ils arrivent à voir à l'intérieur. Enfin, c'est des magiciens. Ils ont une vision de lynx. Nous, on est 20, si tu veux, donc ça va, quoi, tu vois. Mais je suis trop content. Je suis trop content de retrouver. Parfois, il y a des débats animés. Je sais que telle personne pense ça. Et du coup, je vais sortir une pique parce que je sais que cette personne-là est là le matin. Et je dirais, mais toi, t'es Notion, alors que ce truc-là, je sais pas, c'est mal. Ouais, je sais pas, je passe un bon moment. Ce qui me permet de tenir, je pense. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est l'organisation. En tout cas, pour moi, je sais que ça marche. D'autres personnes sont complètement différents. Ils lancent un live, ils savent pas encore ce qu'ils vont dire. Bah, c'est parti, quoi. En tout cas, moi, je sais que ça, pour moi, ça marche, d'être organisé. J'aime pas parler de setup, même s'il y a besoin parfois un peu d'un mini setup, mais je trouve que se cacher derrière le matériel, c'est jamais une bonne chose. Pour lancer une vidéo, maintenant, il y a besoin de rien, hein, franchement. Tu vois, juste un bon micro, c'est tout. La caméra, on s'en fout. Mais bien nous entendre, c'est mieux que de bien nous voir. J'aime bien dire audiovisuel, il y a audio en premier et visuel après. Je l'ai pris à Naotech, cette remarque-là, qui faisait aussi beaucoup de vidéos sur les caméras et tout ça, qui a un peu arrêté maintenant depuis. Il disait ça. Dans audiovisuel, il y a audio et visuel. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise qualité de webcam et qu'on t'entend bien, soit les gens pourront continuer à t'écouter en fonction de ce que tu dis. C'est sûr que c'est un youtubeur voyage, bon, c'est un peu chiant. Mais si c'est ton contenu audio qui compte, tu vois, les gens continueront. Parce que même des fois, les gens réduisent la vidéo, ils font que écouter. Tu vois. Bien sûr. Donc, mais si par contre, tu as une super caméra avec des lumières, etc., et qu'on t'entend super mal parce que ça grésille, tu cuts la vidéo direct. Ou alors il y a un décalage de l'audio, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu sors de la vidéo, terminé. Tu vois. Et vous prenez pas trop la tête avec la marque de la caméra. Pour ceux qui regarderont ce podcast sur YouTube, donc qui auront l'extrait vidéo, je vais couper mes lumières. Vous allez voir que, hop, peu importe la caméra que tu utilises, c'est la lumière qui fait tout. Je suis sur la webcam de mon Mac. Hein, donc c'est vraiment la lumière. Hein. Tu te mets face à ta lumière, face à ta fenêtre. Pas besoin d'acheter un truc à 1000 €, Sony avec une carte d'acquisition, je sais pas quoi. On s'en fout du matos. Ok, très bien. Bah, je te demanderai peut-être quelques petits conseils quand même en privé pour la lumière. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que tu as encore 5 minutes? Allez, 7 minutes et 16h25 et voilà, mon fils va sortir de l'école donc pas longtemps. Ouais, Comme ça, tout le monde est au courant de tout. Ouais, ok, très bien. Transparence. Et vu que c'est ça à rentrer, j'aurais bien juste l'accueillir. Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, on va faire quoi? C'est juste la dernière partie sur ce que les médias entre guillemets classiques peuvent apprendre des créateurs de contenu. Toi, j'imagine que comme tout le monde, tu es consommateur de médias classiques et forcément, tu te dis parfois, tiens, il pourrait faire ça, il pourrait faire ci, il pourrait reprendre ces idées, etc. Voilà, s'il y a des médias, entre guillemets, encore une fois, classiques qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Bah, j'aime bien les initiatives sur Twitch qui ont eu lieu. Donc, c'est pas de vouloir forcément toujours lancer, si tu veux te mettre au live, par exemple, et que tu as envie de cibler une population un peu plus jeune pour voilà, dépoussiérer un peu ton média, les gens vont sur Twitch, en général. Plutôt que de se lancer, se faire un partenariat avec des gens déjà en place qui vont pouvoir légitimer la présence, parce qu'il y a un peu cette guerre sur Twitch, la télé débarque ou les médias traditionnels débarquent, donc tu vois, ça va légitimer, je trouve, le fait de faire un partenariat. Sud-Ouest a fait ça avec d'autres streamers. France Télé, ils ont des programmes dédiés, mais ils sont toujours, tu regarderas, avec des streamers qui sont sur la plateforme depuis toujours. Donc c'est ça, hein, d'être parrainé, on va dire, et d'être légitimé par quelqu'un qui est déjà en place. Ils auraient à prendre ça, je pense, en tout cas prendre cette stratégie-là, et ils devraient en fait se lancer, les médias tradis, sur de la vidéo, si c'est pas déjà le cas. Quand tu regardes les chaînes comme Le Monde, comme c'est les Échos, je crois, il me semble, qui ont une super chaîne aussi. Enfin, c'est juste... ça leur a redonné, Le Monde, hein, je pense pas que Le Monde avait forcément besoin de ça, mais ça leur a redonné une aura auprès, leur chaîne est incroyable, c'est une de mes chaînes préférées, ça leur a redonné une aura sur un papier qui avait une image qu'on connaît du monde en fait. Donc ça permet en fait d'adresser différemment, et tu vois, c'est un peu tout le temps les mêmes têtes, c'est le service vidéo du Monde qui s'en occupe, si je dis pas d'ânerie, et tu reconnais à la voix off, parce qu'ils montrent pas toujours leur visage, mais la voix off, tu dis, ah tiens, je l'aime bien lui. Sur les vidéos du Monde, ça me le fait beaucoup. Et je le reconnais. Une fois, il a montré sa tête. Je me suis dit, génial, il devrait le faire plus souvent.
c'est pas que je veux le regarder à proprement parler. C'est voilà, tu t'attaches à un présentateur. Ouais, Hein, ça parfois. crée une relation plus intime, Mais oui. quasiment avec le média. Ouais. Je sais pas si encore les jeunes regardent qui a signé les papiers, tu vois. Pas un média tradi, un publisher. Est-ce que les gens vont encore regarder qui a signé? Parfois, les gens mettent même pas l'auteur sur des médias numériques, tu vois, pigistes ou que sais-je. Bon, bah là, tu réhumanises un peu, je trouve, et tu personnifies, tu incarnes, en fait, Ouais. par le biais de personnes qui peuvent être internes ou externes. Je te dis, avec des partenariats, déjà des gens en place. Donc, je pense qu'il y a beaucoup. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, tu vois. Moi, je regarde beaucoup sur la partie en ligne ce que font des TechCrunch, alors c'est sur ma branche, hein, mais qui sont avant d'être des chaînes YouTube, parce qu'ils ont tous leur chaîne YouTube maintenant, ça y est, hein, en tout cas outre-Atlantique. Et je regarde beaucoup, tu vois. Je regarde beaucoup, je trouve que entre un média et un YouTuber, la différence, c'est parfois aussi les supports, je pense. Et si tu as un support demain où les gens peuvent s'abonner en ligne, à la version en ligne que j'ai créée, et dedans il y a les vidéos par contre qui sont remises. Voilà, c'est donc dans les deux sens, on peut s'inspirer. Et je pense que à la fois les créateurs de contenu pourraient regarder aussi parfois, Bien sûr. dans de la news notamment, tu vois, ce que font les publishers tradis. Et à l'inverse, ouais, il faut vraiment. En fait, je pense que tu as une phase d'immersion parce que tu découvres un monde, tu vois. Si t'es pas YouTube ou si t'es pas Twitch, il y a une phase d'immersion où il faut consommer hein, pour comprendre les codes. Parce que débarquer sans avoir les codes, c'est dur. Il y a eu des projets sur Twitch où bah, ça n'a pas du tout marché, ils ont débarqué comme ça et ça va pas en fait. Il n'y a rien qui va. Tu fais un webinar alors que avec le même ton que si tu avais fait un webinar ou je sais pas. Donc s'imprégner, ça permet de comprendre les codes et fort de ça, tu construis un petit projet. Voilà, globalement, ce que je pourrais dire. Très clair. Écoute Baptiste, merci énormément pour ta disponibilité, tous tes conseils. Et, c'est vraiment une thématique que je souhaite explorer de plus en plus, tout ce qui est création de contenu. Donc c'était un super premier épisode dans cette branche. Merci énormément. Merci à toi Ronan pour l'invite. Bah écoute, si les gens souhaitent te contacter, alors on sait que tu cherches pas plus de clients pour ta partie conseil, mais si un sponsor pour ton idée de sponsoriser, tu vois, comme les athlètes nous écoutent, quel est le meilleur moyen de te contacter je dirais sur LinkedIn. Ouais, ok. Sur LinkedIn, Baptiste Carpentier Agostini, voilà, je pense pas qu'il y en ait 10 000. Baptiste Carpentier, oui, c'est un peu plus commun, mais Agostini, ça va. Ouais, le combo des trois, vous me trouvez en général. Je mettrai le lien en description si ton sponsor nous écoute et même si d'autres créateurs de contenu peut-être. Avec grand plaisir. En DM, LinkedIn, franchement, j'adore. Je parle, je discute, je partage, j'adore ça. Franchement, c'est super. Aucun problème. Merci encore Baptiste et merci à toi. Je te souhaite une très bonne continuation pour ta chaîne et pour ton business. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.